Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les week-ends et principalement tous les samedis, on fait le crypto rapport. Donc ici, on va voir pas mal de pièces d'information. Premièrement, on va se consacrer sur tout ce qui est survenu durant la semaine au niveau global. Et ensuite, on va se focaliser sur les différents continents. Et à la fin, on va terminer avec tout ce qui est banque et grandes institutions, donc des grosses compagnies, des grosses corporations. Et on voit réellement quelle est leur position par rapport au Bitcoin et ainsi de suite, et au blockchain. Et on va voir aussi, lorsque l'on peut, certains, comment dirais-je, un personnage clé, donc ouais, des types d'individus du genre Jimmy Dimon, des Lloyd Blankfein, des Peter Thiel, ainsi de suite, Mike Novogratz et autres, ben, voir toujours les idées qu'ils ont. Donc c'est au niveau de la recherche qui est fournie ici, on va toujours à la source, hein, donc jamais passer par des, comment dirais-je, des interviews ou des articles qui viennent d'une tierce partie ou quoi que ce soit. On partage aussi ce genre d'articles, mais je préfère toujours aller réellement rechercher, comment dirais-je, des sources qui viennent, enfin les sources d'informations qu'elles proviennent réellement des individus intéressés ou de l'équipe de développement d'un projet en particulier. Ok, donc voilà, donc là comme vous le savez déjà, vous connaissez le modus operandi, donc ne vous inquiétez pas pour tous les liens, toute la recherche ici, tout le travail qui est fait, tous les articles, tout ce qu'il y a, toutes les vidéos, vous allez recevoir les liens, enfin vous allez avoir, je partage les liens avec vous, ils seront dans la description de vidéo, donc rappelez-vous comme il y en a beaucoup, il y en a énormément, donc une partie aujourd'hui samedi et la deuxième partie demain dimanche lors du Bit Dimanche. Ok, donc là, pour toute personne qui serait novice, si c'est la première fois que vous avez que vous croisez mon canal YouTube, mais que vous croisez mes vidéos, vous savez qu'au www.jctune.com et aussi à travers le canal YouTube, on a énormément de choses en archive. Donc aujourd'hui, samedi, c'est le crypto rapport. Et vous voyez que du dimanche au vendredi, on a toujours pas mal d'émissions. Donc les dimanches, on a le Bit Dimanche, donc les digital currencies, mais ici, c'est principalement Bitcoin et tous ses dérivés. Le lundi, c'est la première journée des dApps, donc Ethereum et ses compétiteurs. Le mardi, c'est une deuxième partie des digital currencies, mais ici, principalement les cryptos qui donnent un haut degré d'anonymat et de privacité. Mercredi, on fait les cryptos qui sont là, comment dirais-je, dans la catégorie d'interbancaire, stock de données et encore pas mal d'autres choses. Et le jeudi, c'est la deuxième partie des digital currencies. Et le vendredi, on termine avec la deuxième partie des dApps, hein. Donc, ouais, que les projets dApps, on va dire, de capitalisation un peu, comment dire, juste un échelon en dessous des Ethereum, IOS et ainsi de suite. Ok, donc, ouais, qu'on a une semaine réellement complète. Donc, je vous invite vraiment à profiter, comment dirais-je, de tout ce que l'on a en archive, donc principalement c'est pour inspirer toute personne qui est novice, toute personne qui s'intéresse à la sphère des cryptos, qui ne sait pas réellement par où commencer. Donc là, je prends tous les jours 1 heure de mon temps pour partager mes recherches et mon expérience avec vous. Donc voilà, donc profitez-en. Donc vous savez bien qu'en tant que consultant et analyste, nous on fait réellement des recherches et les recherches que l'on fait, comment dirais-je, ce n'est pas toujours ce qui est à la, comment dirais-je, hein, cette façon de faire n'est pas toujours connue du grand public. Et bien sûr, moi c'est ce que je fais au niveau professionnel. Donc d'autres personnes ont d'autres occupations et comment dirais-je d'autres activités professionnelles. Donc il faut du temps pour se dédier à cela, hein. Ok. Donc voilà. Donc là, ici à travers le canal YouTube, je partage cela avec vous. Comme ça, je vous dis, ça vous inspire. Vous savez au moins dans quelle direction aller. Ok. Donc voilà. Donc vous savez aussi qu'on a énormément de services et de solutions, éducation financière, consulting et pas mal de choses, travail de recherche, ainsi de suite. Donc, principalement, donc là, vous avez les liens pour le programme ici et vous avez le lien orangé qui vous dirige directement à la page de contact. Donc là, ne vous inquiétez pas, tout ça aussi, vous allez avoir les liens dans la description de vidéo et on y reviendra dessus au courant de la semaine, hein, comme je fais tous les jours. Donc là, on verra cela demain. Donc là, maintenant, on va directement aller comment dirais-je, au crypto rapport, hein, d'aujourd'hui. Et bien sûr, avant de commencer, j'aurais aimé passer un merci spécial à Semou. Donc Semou Mousse, tu m'as envoyé, tu as laissé un super bon commentaire avec un point fondamental. Donc on va commencer par ça, on va commencer notre rapport par rapport à cela. Et le point fondamental, c'était quoi? Du second boom. Donc vous avez vu qu'on a eu une grosse montée dans les cryptos. 2017, tout le monde était aware des cryptos. Début 2018, après que le Bitcoin, on va prendre le Bitcoin comme référence, hein, après qu'il a atteint ses super hauts, on a vu le Bitcoin commencer à tomber. Donc lorsqu'il est en train de tomber, exactement, là, on va dire, moi, ce que je fais moi personnellement et d'autres personnes que je connais au niveau des investissements, lorsque c'est en train de tomber, pour nous, c'est comme aller faire les soldes, hein. Donc vous voyez que j'en parle souvent. Donc on en a profité pour être là et continuer
continuer à accumuler, mais pour d'autres personnes qui sont nouveaux dans l'univers du trading, nouveaux dans l'univers des investissements et dans les mondes financiers, ainsi de suite, ben, ne comprennent pas ce qui se passe, vendent en panique et ainsi de suite. Et donc là, ben, bien sûr, principalement, ce qui se passe cela, ben, manque d'expérience, être novice et surtout ne pas avoir un système et une stratégie d'intervention, eh ben, ça génère ce genre de panique et de frayeur, hein. Mais ici, c'est Moumous, là, ce que tu as partagé, donc là, je m'adresse à toi directement et bien sûr que toute la communauté ici, via le canal, en profite. Ce que tu as partagé, là, c'est du feu, hein. Donc ça, c'est du diamant brut. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très, très, très important. Rappelez-vous ici, il va y avoir un gros événement à New York. Donc pourquoi New York? New York, c'est quoi? C'est Wall Street, il faut comprendre ça. Et cet événement, bon, ouais, c'est mi-mai. Et en rapport avec cet événement, il y a aussi ici un travail de recherche. Donc une Palm Beach Group, donc, qui est un cabinet de recherche et d'analystes aussi qui parle du second boom dans les cryptos qui arriverait après cet événement. Et donc là aussi, c'est Mou qui avait partagé ça, comment dire, qui a partagé ça avec moi. Donc un grand merci, c'est Mou. Donc là, je le repartage un peu avec tout le monde et on va commencer par ça. Donc vous voyez que maintenant, on est dans les bas. Comme vous le voyez, je vous parle souvent du modus operandi de Wall Street, hein, qui ne vont jamais, 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 mais jamais, jamais, jamais rentrer dans les super hauts. Ils vont toujours rentrer au niveau bas. Et le tout se fait toujours quoi? Sur mode de consensus. Donc vous voyez qu'il y a des personnes comme Mike Novogratz, c'était Peter Thiel, ainsi de suite, qui sont super investis là-dedans. Mais ils sont en train d'en parler à pas mal de personnes autour d'eux. Donc ils ont des contacts, hein, les banquiers centraux, les banques commerciales, les JP Morgan, Goldman Sachs, ainsi de suite. Et ils sont en train de prendre position petit à petit. Donc avant de rentrer avec les trilliards, parce qu'on parle ici d'une injection de 5 trilliards de dollars, donc là, imaginez-vous que le Bitcoin n'était même pas arrivé au trilliard de dollars, mais d'après le travail de recherche ici, il y aurait environ 5 trilliards de dollars qui devaient être injectés dans les cryptos. Et là, si vous le savez, vous suivez les émissions, j'en parle souvent. Je vous dis toujours qu'il y a de l'argent qui est on the sidelines. L'argent maintenant va être un peu plus dur. Pourquoi? Ils vont commencer à monter les taux d'intérêt, ainsi de suite. Donc maintenant, il faut des super retours dans des actifs. Donc cet argent est là, il est déjà prêt, il est en train d'attendre et pour aller quelque part. Donc vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais cet argent, avant de rentrer, Wall Street, je vous ai toujours dit comment est-ce qu'ils opèrent et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils ne rentrent pas tant qu'ils n'ont pas tout sous contrôle. Ça veut dire quoi? Les dérivés adéquats, les ETF adéquats, les ETF inversés, des indices et pas mal de choses. Donc il leur faut tous les outils au niveau... donc déjà, il y a les sous-jacents, ils sont là, mais ils sont trop, comment dirais-je, ils sont overvalued pour eux, donc ils sont trop chers. Donc attendre des niveaux bien plus bas, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Et ensuite, avec ça, il faut pas mal de choses, donc tous les outils. Rappelez-vous, la semaine passée, on a vu quoi? Le Grayscale qui a créé des nouveaux ETF, Ripple, Litecoin, Zcash, Ethereum classique, Bitcoin Cash, et ainsi de suite. Donc là, ils ont déjà ce type d'ETF. Vous allez voir ici, je vais partager des liens avec vous, où on voit d'autres institutions qui ont commencé à créer des indices et pas mal de choses. Donc, vous voyez, il y a de plus en plus d'outils qui sont faits. Maintenant, ici, vous voyez qu'il y a la semaine blockchain à New York City. Donc, New York City, comprenez que c'est Wall Street qui va être là. Et c'est quoi? Comme vous voyez, il y a un mot ici qui est clé, un consensus 2018. Donc, c'est quoi un consensus? On se met tous d'accord, nous, tous qui avons le capital, nous, toutes les grosses corporations et tout ce que tu veux, toutes ces institutions, on doit se mettre d'accord sur la manière dans laquelle on va commencer à, comment dirais-je, dans la manière dans laquelle on va réellement, comment dirais-je, opérer dans cet écosystème. Et il y a déjà des personnalités clés qui ont déjà pris, comment dirais-je, hein, qui ont déjà pris qui se sont déjà avancés, hein. Donc on voit qui ont déjà, comment dirais-je, fait leur premier pas. Et donc juste ici, regardez juste les noms qui sont là, hein. Donc juste les noms, donc oui, il y a des gros cabinets, Block, Deloitte, donc des grosses compagnies, Ledger, Octavon, Stratégie, il y a encore pas mal d'autres choses. Donc vous voyez qu'il y a de plus en plus de noms qui sont super, super intéressants à ce niveau-là. Donc attendez, on va revenir ici au niveau About. Et donc là, c'est ça la chose, hein. Donc vous voyez qu'il y a énormément de, comment dirais-je, de personnages, de grandes institutions et autres qui vont participer à cet événement. Donc là, bah, ça fait quoi? Bah, ça fait du beau monde et tout ça, bah, c'est le monde de la finance qui est là, qui va se retrouver. Donc là, maintenant que toutes les cryptos, tout l'écosystème est dans ses bas, bah maintenant, ben, ça va être le moment, ben, comment est-ce qu'on va intervenir, nous, pour comment dirais-je, pour commencer à acheter. Donc là, vraiment, je vous le résume vraiment. Donc, je mets vraiment cela dans des mots super, super simples. Et comme vous voyez, c'est pas gratuit, hein, l'événement, c'est 1800 dollars pour y participer. Donc voilà, là, c'est ce qui est à payer. Mais d'un autre côté, vous devez comprendre que c'est ça. Donc maintenant qu'il y a tout ceci, que l'on voit cela qui est en train de se passer, maintenant, c'est quoi? La chose est clé, hein. Donc la clé c'est quoi? Ben, maintenant ben, vous allez voir comment ils vont commencer à se positionner. Donc là on va regarder un peu tous les noms qui, hein. Accenture c'est l'équivalent d'IBM, hein.
Donc vous voyez IBM qui est là, eToro, Circle, rappelez-vous Circle qui a acquis Poloniex, c'est Circle qui appartient à Goldman Sachs en partie, Microsoft, NEM, puis là, donc vous voyez Quantum, Ripple qui va être là, Steamer, VeChain, pas mal d'autres choses. Donc vous voyez toutes les grosses compagnies qui sont là. Attendez, on va bouger ce truc là. Voilà, Icon, SAP, SAP c'est l'équivalent de IBM, mais là c'est une compagnie allemande. Donc vous voyez qu'il y a des gros noms. Hein. Ouais, Dash aussi qui va y être, Consensus. Consensus c'était la boîte de Monsieur Lubin. Et Monsieur Lubin c'est l'un des cofondateurs d'Ethereum avec Vitalik Buterin. CME Group, rappelez-vous, ça ce sont les contrats futurs comment dirais-je, du Bitcoin. Ouais, l'entreprise ici est Ethereum, donc l'Ethereum Alliance. Donc ça c'est quoi? Une alliance entre toutes les compagnies qui sont en train d'utiliser l'Ethereum blockchain dans laquelle il y a JP Morgan, rappelez-vous qu'il l'utilise déjà. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de compagnies, des venture capitalistes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, des hedge funds qui seront là, Banco Santander. Donc ouais, énormément de choses super intéressantes. Donc vous voyez qu'il n'y aura que des bons noms. Bitcoin.com, c'est qui? C'est la boîte de Roger Ver. Et qu'est-ce qu'on a encore ici, hein? Des noms qui sont bien connus. Enfin, vous voyez que tout ça, c'est pas des petits noms. Hein. Tout ça, c'est vraiment voilà, ben, le Grayscale qui est là avec ses ETF. Donc, ce ne sont pas des petits noms, tout ça, ce sont des gros noms. Donc là, ça veut dire quoi? C'est l'argent. Donc, ça va être la rencontre du capital. Ils vont tous se rencontrer là. Rappelez-vous, le thème, c'est un consensus. Donc voilà, maintenant, comment est-ce qu'on se met tous d'accord? Et maintenant, comment est-ce qu'on va y avoir cette nouvelle vague, donc ce nouveau 2018 qui va réellement cette nouvelle vague, donc entrée de capital qui va commencer à rentrer. Et maintenant, ben, rappelez-vous, je dis toujours, maintenant, ça va être une base fondamentale. Les projets réellement les mieux fournis, ceux qui vont réellement amener réellement des cas d'utilité concrètes pour toutes ces corporations vont se voir attribuer du capital. Maintenant, dans quelle proportion, on n'en sait rien, mais c'est là qu'il faut être bien diversifié. Donc vous avez vu, c'est pour ça aussi que j'ai rechangé le format des émissions quotidiennes pour avoir les cryptos dans, comment dirais-je, en subdivision, donc comment dirais-je, par rapport à leur catégorie. Et donc par rapport à cela, ben, on voit exactement ben, qui est en compétition avec qui et quels sont réellement les projets qui sont réellement prometteurs. Donc il y a ce que moi je regarde, il y a ce que m'a été demandé ben, par vous, hein, donc l'audience ici et les utilisateurs du canal, et pas mal de choses que je sais qu'on va dire que mes clients au niveau privé ont en portefeuille, ce que moi-même je fais, et donc ce que moi-même aussi je suis en train de regarder. Donc vous savez bien exactement mon corps, il est en train de pencher vers quelques projets là, dernièrement dans lesquels ben, je vais commencer à, je suis en train d'établir ma stratégie pour investir. Mais vous voyez exactement que c'est ça. Donc maintenant, il va y avoir, c'est une phase d'opportunité. Mais maintenant, comme je vous le dis toujours, c'est très volatile. Ce n'est pas une recommandation d'acheter, vous devez aller à fond dedans. Non, ici, comme vous le voyez, c'est sur base de recherche, d'analyse, d'investigation. Et donc après, prendre des décisions sur base d'éducation financière. On n'investit pas tout et n'importe comment. Donc avoir vraiment une bonne stratégie, être bien couvert et assurer ses arrières. Donc là, c'est ce que je recommande tous les jours. Donc ici, et là, c'est pareil. Mais là, vous voyez que maintenant, ben, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc il y a cette baisse et maintenant, ben, là, ça arrive ben, juste avant cette semaine-ci. Donc là, c'est Moumou, c'est un grand merci pour ta contribution. Et comme tu le disais dans le commentaire et comme je te le dis, ben oui, là, c'est vraiment le rendez-vous des capitalistes vraiment au sommet dans la ville du capital par excellence. Hein. Donc vous pouvez relier Wall Street avec la City et tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment pareil, hein, c'est une même équipe. Et donc là, maintenant, bah oui, on va vraiment commencer à avoir une injection de capital maintenant qu'on a atteint les bas. Ça pourrait même encore aller plus bas. Donc au plus bas, ça va, c'est encore bien mieux pour eux. Ouais, et après, ben, ça va être, on va voir le temps que ça va prendre. On voit que là, comme je l'ai dit, ça arrive dans tous les actifs. Le Nasdaq est passé par là, le Gold est passé par là, le Silver est passé par là, n'importe quel actif, tout actif passe par cela. Et donc les cryptos aussi, ça a été leur baptême de feu. Bien évidemment, la liquidité des novices et des investisseurs non expérimentés, non initiés, ben voilà, ils sont tombés dans le piège, hein, les pièges, comment dirais-je, des médias et ainsi de suite. Et donc voilà, ils sortent en catastrophe. Mais sachez que lorsque vous êtes en train de vous défaire d'un Bitcoin, d'un Ethereum ou de quoi que ce soit, ça ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais sachez-le qu'à chaque fois que vous faites cela, il y a l'une de ces entités, hein, que ce soit c'est l'un de ces gros groupes qui est ici et qui eux sont de l'autre côté et ils disent bah merci, tu m'as permis de l'avoir à 2000 au lieu de l'acheter à 20 000. Donc ça, sachez-le. Il y a eu cette première phase. Rappelez-vous, je vous dis toujours qu'ici, les choses se sont passées différemment. Hein. Donc là, rapidement, je vais revenir dessus. En général, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, c'est d'abord WS, donc on va dire Wall Street et les investisseurs qui sont les premiers dedans. Et ensuite, une fois que eux, ils ont tout bien, au fur et à mesure où les choses avancent, ou bien eux, ils ont déjà pris, ouais, donc ça, si ça c'est un gâteau, hein, ils ont pris tout ça. Et c'est ici que maintenant, ben là, ça arrive au grand public. Ouais.
Mais maintenant, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le contraire. C'est qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le gâteau, on a laissé le public être dedans. Ok, donc on a vraiment laissé le public tout prendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été percuté par une super météorite. Tout ça, c'est KO. Donc le grand gâteau, ben maintenant, comment dirais-je, il est à plat, il est au sol. Donc il était ici, il est tombé là. Maintenant, le public a eu de la frayeur, tout le monde est out. Et c'est maintenant que vous avez quoi? C'est maintenant que vous avez Wall Street et les investisseurs et tout ce qui va avec, qui eux sont en train de rentrer. Ouais, eux ils rentrent à ce niveau-là. Et maintenant, eux ils vont rentrer pour faire quoi? Bah, pour faire ça. Et donc là, maintenant, nous, on se trouve ici. Donc la question maintenant, lorsqu'on est là au sol, c'est vous qui devez savoir quels sont les projets dans lesquels Wall Street et les investisseurs vont commencer à mettre de l'argent. Comprenez, Wall Street, c'est tout le monde financier, c'est tout ceci. Tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est Wall Street. Et comme vous avez vu, il y a des noms de projets crypto qui sont dedans. Sachez-le pourquoi. Parce qu'ils ont déjà été intégrés dans Wall Street. Vous voyez qu'on a vu Zcash. Zcash bosse déjà avec JP Morgan pour le côté privé via l'Ethereum blockchain. Ethereum aussi est déjà là. Ils sont déjà en train de bosser avec les grosses entités et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est là maintenant où Wall Street va rentrer. Ils ont vu exactement ce que ça a donné. Ils ont vu là où il y avait de l'engouement. Ils ont commencé à créer tout ce qu'il y avait à créer, donc toute l'infrastructure. Hein. Donc, on va dire, imaginez-vous toute la plomberie, toute la tuyauterie, tout ce qu'on ne voit pas. Lorsque vous avez dans un super bel hôtel, le George V ou ce que vous voulez, donc vous voyez que tout est bien fait, mais la tuyauterie, les égouts, tout ça, enfin toutes les fondations, nous on ne les voit pas, nous on voit que le beau côté. Donc là ils ont laissé d'abord le grand public faire tout, donc meubler, comment dirais-je, donner un certain prestige, hein. Et maintenant bah, eux ils viennent, comment dirais-je, ils sont en train de travailler, on va dire, derrière, derrière de la scène, hein, en train de tout mettre en place. Maintenant que tout est mis en place, bah, maintenant bah, voilà. Maintenant, ils viennent, ils se disent, bah, ok, bah, maintenant, bah, nous, on vient occuper les lieux. Donc, exactement, c'est ça. Il dit, voilà, on a vu ce qu'il y avait, on a vu ce que vous n'aimez pas, nous, on a eu le temps de bien calibrer, de bien mettre nos systèmes et nos stratégies en place, on a tout ce qu'il nous faut, bah, maintenant, voilà, c'est un takeover, maintenant, c'est à nous, maintenant. Donc, vous voyez, ça, c'était le contraire. Et donc là maintenant, ben voilà, hein, rappelez-vous, on a déjà des niveaux, on a des quoi? On a des niveaux d'indicateurs. Donc si c'est par rapport au Bitcoin, on a les 20 000. Et le Bitcoin, vous allez voir ici, peut tomber au niveau des 2 000. Donc quand on a 2 000, 20 000, donc imaginez-vous lorsque eux, ils vont rentrer là, le mal que ça va faire. Enfin, le mal que ça va faire, pourquoi? Quand je dis que ça va faire mal, donc c'est-à-dire que ça va être des super gros gars. Mais maintenant, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour leur permettre de rentrer. Ok? Donc voilà, là on va fermer ici cette parenthèse. Donc c'est Moumou, c'est un grand merci pour ta contribution. Et maintenant, on y va. Donc, on va rester dans le même thème, hein. Et on va commencer avec ça. Donc, vous voyez ici, on a vu Wall Street. Et encore ici, on va commencer par eux. Mais au niveau global, hein, donc il y a des analystes qui prédisent que le prix du Bitcoin pourrait tomber jusqu'à 2800. Donc rappelez-vous, début d'année, lorsque le Bitcoin avait atteint les 20 000, on parlait que le Bitcoin avait une historique de subir des crashs de 90%. 20 000, 90% de 20 000, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2000. Donc vous voyez que là, on y est encore et on pourrait y arriver. Donc vous voyez, malgré tout ça, malgré tout ce qui est en train de se passer, les bonnes choses, Wall Street, l'argent qui est là, qui est près des trilliards de dollars, ouais, c'est magnifique. Mais le Bitcoin pourrait aller encore plus bas. Rappelez-vous, au plus bas ça va, au mieux c'est pour eux. Pourquoi? Bah, pour venir le prendre. Donc là, vous savez déjà que moi, je suis déjà short pour le moment, short à ce niveau-là, donc je maintiens mes shorts jusque pendant un mois, je suis dedans, et on va encore voir on pourra encore voir les cryptos baisser. Donc, vous voyez, là, on est dans la zone des 8000. Donc là, voilà. Donc, depuis les 10 000, c'est bien que je suis short depuis ce niveau-là. Donc là, voilà. Donc là, les shorts continuent. OK. Donc là, vous voyez qu'ici, en gros, c'est quoi? Ben, on pourrait voir encore les cryptos aller encore bien plus bas et atteindre les 2800. Et là, maintenant, on va en rester à Wall Street avec quoi? Des analystes. Et on parle du Death Cross. C'est quoi le Death Cross? Dans un graphique journalier, donc vous voyez ici, hein, ils l'ont mis. C'est lorsque vous avez les moyennes mobiles de 50 jours et celles de 200 jours qui vont commencer à se croiser, c'est-à-dire que si la moyenne mobile de 50 se croise en dessous de celle de 200, et ben ça, c'est, comment dirais-je, là, ça met de la pression pour aller encore vers plus bas. Et vous voyez, voilà, juste en mettant cela, on le voit ici, hein, donc vous voyez là, la Death Cross, elle est là, donc vous voyez les moyennes mobiles au niveau journalier, on y arrive. Mais vous voyez que là, on va regarder ça demain, donc vous voyez ici, hein, 50 days moving average et 200 days moving average, ici, dès qu'il y a ce cross qui arrive, donc cette convergence et ensuite croisement vers le bas et divergence, game over. Donc là, c'est dire quoi? On va aller très rapidement vers le bas. Donc vous voyez ici loaded bears, donc ils sont déjà shorts. Donc là on va y voir demain lorsqu'on va regarder les, donc vous voyez ici encore on en parle, hein, les 2800 en rapport avec le premier article. On verra ça demain au niveau technique par rapport à l'analyse technique et le price action. Ok, donc là je vous le montrerai moi d'après mon système et ce que je suis en train de faire au niveau
weekly et on va charger un graphique journalier. Je vais vous le préparer tout à l'heure pour avoir cette capture écran là demain et on va pouvoir revoir cela et l'interpréter directement. Donc vous voyez que maintenant Wall Street se met en baisse. Donc vous devez apprendre à recomposer le puzzle. Rappelez-vous, enfin les insiders, vous savez de quoi je parle lorsque je parle des trois niveaux. Donc l'échiquier, le puzzle et ensuite le niveau casino. C'est d'abord à l'échiquier qu'il y a des mouvements qui sont en train de se faire. Donc là on voit exactement tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'échiquier, c'est cela. Ensuite on a un puzzle. Donc le puzzle, c'est donne une image. L'image, c'est quoi? Ben, pour le moment, on a une image baissière. Donc là, super vers le bas. Et après, lorsqu'on rentre au casino, eh ben, on sait exactement ben, sur quelle machine miser. Donc, vous voyez que là, maintenant, moi, je suis au niveau casino. Et c'est quoi le niveau casino? Short. Parce que le Bitcoin va aller vers le bas. Et donc là maintenant d'un autre côté ben, on a quoi d'un autre côté ben, il y a tout ce consensus hein, des personnes de Wall Street qui sont là qui disent ben, voilà, ben, on va rentrer lorsque ça va arriver à tel niveau et on va commencer à réinjecter du capital dans tel projet. Donc rappelez-vous aussi lorsque je vous parlais de ces hausses hein, que l'on voit hein, brièvement, ça c'était hier, hein, on voit qu'il y avait cette petite hausse, on était au 8400 maintenant on voit qu'on est au 8000, ce sont juste des short covering. Donc rappelez-vous, pour faire un short, vous devrez vendre haut et racheter plus bas. Les personnes qui rachètent, lorsque vous rachetez, ben, ça va mettre cette petite impulsion d'achat. C'est juste des personnes qui prennent des bénéfices dans leur position short. Vous le voyez ici rapidement à l'écran. Hein. Dès que vous avez ces petits trucs en vert ici, ben, c'est des personnes qui sont en train de couvrir leur short. Mais ce n'est pas assez. La force et l'impulsion restent baissières. OK? Voilà. Donc ça, on verra ça en détail demain lors de l'analyse technique et ainsi de suite. On continue. Maintenant, on continue avec quoi? Au niveau global, donc vous avez bien vu, hein, le succès des cryptos sont là, mais un problème, la cybercriminalité, et cela, ça continue. Hein. Donc là, ça continue sur quoi? Ben, sur les plateformes. Donc les plateformes, les wallets, les exchanges, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, hein, McAfee, je vous avais montré une vidéo du CEO de McAfee lors de la conférence tech et ici qui avait eu lieu à Barcelone il y a quelques semaines, hein, même pas 10 jours, un truc pareil, et quelque chose comme ça. Et donc vous voyez que là, ça continue toujours. Donc toujours autant de vols, toujours autant, comment dirais-je, toujours autant de cybercriminalité et donc là maintenant d'après le rapport de la compagnie en 2018 eh ben, ça continue à monter et ça a monté à monter et ça va pas s'arrêter, ça va continuer à s'aggraver. Donc là sachez-le qu'il y a énormément de hacks. Donc vous voyez aussi l'indice hack que je suis pas mal, donc là on reviendra dessus dans le Global Crypto Research. Donc vous voyez exactement ben, qu'est-ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Au fur et à mesure que les cryptos vont continuer à être populaires, que ça va continuer à monter, ben, sachez que la cybercriminalité aussi va être là. OK? Donc voilà. Voilà. Continuons. Donc, cybercriminalité, attention à cela. Et bien sûr, qui dit cybercriminalité, ben, dit toujours des fraudes et encore ici des scams. Hein. Donc, il y a encore ici ben, des scammers, donc des fraudeurs, hein, ont volé 2 millions pour enfin, des Ethers lors d'une fausse ICO pour une valeur de quoi? Bah, de 2 millions. Donc, oui, ça continue encore. Donc, il y a énormément de problèmes. Hein. Donc, vous voyez, il se passe toujours pas mal de choses. Et là, ils sont de plus en plus créatifs. Hein. Donc, ils ont créé des faux profils LinkedIn, reliés en volant des photos via Instagram. Et ils ont créé ben, une fausse compagnie. Donc, là, j'avais vu le problème. Donc, c'est la compagnie Giza qui disait qu'ils allaient créer des appareils. Et cette startup a contacté une compagnie, donc un fabricant, donc pour fabriquer ces dispositifs, ils ont contacté une compagnie en Russie et le propriétaire de la compagnie russe leur a dit ben voilà, ça va vous coûter autant pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir faire ce type comment dirais-je là, ils disent ici qu'ils ont demandé exactement, donc Monsieur Larionov, donc ouais, qui est, comment dirais-je, qui est le CEO de la compagnie qui allait fabriquer le dispositif, leur ont fait un plan et un budget, hein, et enfin un devis, et le devis, ils leur a dit voilà, ça va vous coûter 1 million pour avoir cela. Et après, ils leur ont demandé pas mal de documents et ainsi de suite et tout ça, et la compagnie, bah, disait donc la fausse compagnie a commencé à faire des jeux, hein, donc des jeux d'entourloupe, ainsi de suite, et un coup tu me vois pas, et ainsi de suite, et c'est là où la compagnie russe a commencé à se dire bah tiens ça sent mauvais là, mais d'un autre côté ben ils avaient déjà reçu pas mal d'argent, la compagnie Giza ici, donc la compagnie frauduleuse avait déjà reçu pas mal d'argent de pas mal de personnes, donc on voyait ici au total de 2 millions, une valeur de 2 millions en Ethereum ainsi de suite, et a disparu dans la nature avec tout ça. Donc vous voyez que là il y a ce genre de choses qui est là, donc les projets peuvent sembler être beaux sur papier, mais
C'est là où vous voyez que lorsque vous devez apprendre à évaluer les compagnies, donc vous voyez que c'est très important d'être éduqué financièrement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer 100% dedans, investir et tout ce que vous voulez. Les graphiques, oui, j'ai lu un white paper, mais ce n'est pas assez. Lorsque vous êtes éduqué financièrement, il y a une chose qui est clé, c'est l'analyse fondamentale. Donc on apprend à décortiquer une compagnie, on apprend à regarder une compagnie, est-ce qu'elle a. Et lorsque vous savez ce genre de choses, vous n'investissez que dans les bons projets. Donc c'est-à-dire que moi, si je vois une compagnie et que je vois que fondamentalement quelque chose n'est pas correct, vous n'avez même pas besoin d'aller super loin dans les fondamentaux, d'en connaître énormément, mais juste un peu, juste les bases, savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il y a, à quoi vous devez vous attendre, voir un peu les chiffres de la compagnie, savoir exactement qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec l'argent qu'il y a et voir comment elle est en train d'évoluer. Juste le minimum, ça c'est pas scientifique ça. Donc vous voyez que vraiment le minimum, juste en sachant ça, vous pouvez évaluer si ça, oui ou non, c'est un bon investissement. Vous voyez que tout peut sembler être beau. Donc oui, il y a le fond et la forme, hein. Donc la forme, ça peut être magnifique. Une compagnie qui a un magnifique white paper avec une page, avec des éléments flash qui vont dans tous les sens. Waouh, c'est vraiment, c'est le futur. Vous dites non, non, cette compagnie, ça sent l'argent, mais au fait, il n'y a rien derrière. Donc vous voyez que même les voleurs, ils investissent. Même les fraudeurs investissent pour que ça semble être beau. Et donc oui, il faut un appât, hein. Lorsque vous allez à la pêche, il y a un appât pour que les poissons viennent. Donc, pour tout, hein. Même lorsqu'on met un attrape-souris, un piège, ben, on met un appât. L'appât, c'est quoi? Un petit morceau de fromage ou quelque chose qui va attirer, comment dirais-je, la proie. Et après, voilà, il y a des prises au piège. Donc c'est exactement la même chose. Mais ça, c'est, vous voyez, le côté fondamental et les analyses et avoir un système en place, ça vous évite d'être pris au piège et ça vous évite, comment dirais-je, de succomber à vos émotions et de tomber trop vite dans quelque chose. Donc vous voyez qu'on est toujours sceptique, il y a toujours ce côté paranoïa, donc vous savez que moi je suis paranoïa dans le bon sens du terme. Lorsque je dis ça, c'est par rapport au risque, j'évalue les risques et je dois savoir qu'est-ce qu'elle fait cette compagnie. Donc c'est ça, le fait de savoir comment on fait cela, donc vous allez un peu plus loin dans la recherche et en allant plus loin dans la recherche, ben, vous tombez sur quelque chose. Donc vous voyez qu'au plus on en sait, au mieux c'est. Donc vous voyez, c'est le fait d'avoir un système et de savoir faire toutes ces choses-là. Donc systématiquement, on fait la même chose lorsqu'on a quelque chose. Donc imaginez-vous, c'est quoi? Vous voyez les bâtiments, il y a toujours, comment dirais-je, des bâtiments à haute surveillance, donc très 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 sécurisés. Vous avez un détecteur de métaux. Donc vous voyez que tous ceux qui rentrent doivent passer par là. À moins que vous ayez, que vous soyez un membre de l'équipe, ou vous ayez des permis spéciaux, ou vous êtes un VIP de je ne sais pas quoi, ben, vous passez par une autre porte. Mais tout le monde, vous voyez, comme à l'aéroport, on doit tous passer par le contrôle, par le checking, ainsi de suite. Vous voyez, ce truc qui nous fait, qui nous ennuie à tous et qui nous prend énormément de temps, mais on doit tous passer par là. Et ben, donc imaginez-vous que vous, votre système, c'est ça. Il y a une porte d'entrée où il y a une sécurité et tout ce que vous allez faire au niveau d'investissement, de trade ou quoi que ce soit, ça doit passer par là. Et s'il y a un projet qui passe par là et que ça sonne, ben, eh ben vous savez que ça, c'est un projet de scam, c'est une fraude. Donc, niet. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est ça, le fait d'avoir un système et de connaître les fondamentaux et l'analyse technique, ben, ça vous permet d'avoir ce filtre. Donc, tout ce qui va passer par là, si ça sonne pas, tant mieux. Mais après, on passe à une deuxième phase, une deuxième étape de sécurité. Mais la première étape, c'est celle-là. Donc, vous voyez que le fait de ne pas être assez éduqué, de ne pas aller assez loin et de succomber juste à ce que l'on voit, où ça sonne bien, où ça a l'air beau, la page internet, elle était magnifique, wow, mon ami plein la vue, bah, c'est pas assez et voilà ce qui arrive. Ok? Donc, voilà. Maintenant, on continue ici et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez, Binance, il y a eu des supposés problèmes. Donc, j'ai parlé avec quelqu'un qui connaissait bien l'histoire, il m'a expliqué bien ce qui s'était passé avec le pump and dump qui, comment dirais-je, qui avait eu lieu avec un actif qui était fort sous-évalué. Mais ça, c'était un groupe de traders qui s'était mis d'accord pour faire un pump, hein, donc réellement utiliser la plateforme pour envoyer des, comment dirais-je, des faux ordres. Donc, vous voyez, vraiment créer un buzz autour, comment dirais-je, créer un buzz, créer une forte demande pour l'actif, je crois que c'était Viacom ou quelque chose, pas, ou quelque chose comme ça, et vraiment ben, pomper le prix et une fois arrivé super haut, ben, faire en sorte que lorsque tout le monde va aller venir, donc utiliser la liquidité de ce qui allait venir, donc comment dirais-je, en se rendant compte de ce mouvement et sortir de la position. Ben, maintenant, ben, ils ont préparé quoi? Comme ils disent ici eux-mêmes, hein, ils ont préparé 10 millions de dollars qu'ils ont gardé en réserve et pourquoi qui va être redistribué à toute personne qui viendrait leur permettre d'attraper ces hackers. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe. Donc vous avez vu, hein, la fraude, ça continue et c'est toujours là. Donc ça peut toucher même l'exchange maintenant le plus connu et le plus populaire au monde, c'est Binance. Donc voilà ce qui peut arriver. Donc vous voyez que comme je dis toujours, donc rappelez-vous maintenant moi aussi je suis sur Binance, ainsi de suite. Comme je dis toujours, vous devez préparer, vous êtes préparé à ce genre de risque. Donc préparé à, il peut se passer quelque chose. Demain je peux pas accéder à mes fonds, je peux pas accéder à ci, je peux pas accéder à ça. Oh l'exchange a eu un problème, il y a eu un hack, eh ben, vous êtes prêt à ça. Donc ne mettez jamais toutes vos billes là-dedans. Donc ayez un capital risque. Donc vous voyez, c'est ça, hein. Donc il y avait
un utilisateur du canal qui me disait ça, qui me disait ouais mais voilà t'es trop parano, enfin entre parenthèses hein, t'es trop parano avec tous ces trucs là. J'ai dit oui c'est ça, moi je viens on va dire bon je suis pas si vieux que ça hein, je suis pas dans le monde old school, mais les habitudes que j'ai vues avec les confrères de Wall Street, que j'ai vu comment ils opéraient et cette gestion du risque, eh ben moi c'est un truc qui m'a plu et c'est vrai parce que c'est déjà arrivé que même des brokers, même des compagnies fermes, stables et ainsi de suite aient disparu du jour au lendemain. Lehman Brothers et pas mal d'autres personnes ont disparu comme ça. Même ici, on a eu des cas où il y avait des super bons brokers qui ont disparu comme ça. Moi-même, j'ai bossé avec un broker, IronFX, donc la compagnie 8Safe UK Ltd, qui a eu des problèmes à un moment donné. C'était des problèmes en Asie et en Grande-Bretagne. Il y a certains clients qui ne pouvaient pas avoir leurs fonds dus à des problèmes avec des bonus. Donc j'ai été là, j'étais dans le ventre de la bête et je sais exactement ce qui s'est passé. Parler avec les directeurs, les gens, les personnes du staff, ainsi de suite, et avoir des clients qui étaient soucieux. Ben là, je vous dis, hein, et il se passe pas de problème de, comment dirais-je, de ce côté-là, mais ces problèmes-là, ça arrive. Ouais, et ça arrive. Donc lorsque ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Donc si vous avez tout mis là, il y a un gros problème. Donc assurance, couverture, diversification, vous devez avoir cela avant d'aller opérer. Ok, avant de placer quelques fonds que ce soit dans n'importe quelle de ces compagnies. Donc vous avez vu que maintenant, vous avez vu qu'on a parlé que des problèmes de cyberattaque, scam, fraude et ainsi de suite. Il y en aura toujours. Et rappelez-vous, au plus ça va monter, au plus il y aura du succès et du buzz autour des cryptos. Et ça va, les deux vont aller ensemble. Ok? Donc continuons maintenant. Maintenant on parle de quoi? Bah ici quelque chose de pas mal, hein. Donc oui, ici on parle des crypto-tomatos, mais bon voilà, rappelez-vous, donc il n'y a pas des smart contracts et des tomates, non, ça n'a rien à voir avec cela, c'est à voir avec quoi? Vous voyez qu'il y a l'activité minière génère énormément d'énergie, donc vous voyez que on va dire que c'est ferme hein, où il y a tous ces mining rigs qui sont où ils sont placés, donc ça génère énormément de chaleur. Alors ici il y a une compagnie qui a trouvé une parade, quelque chose de super intéressant, bah, c'est quoi? Eh ben, l'excès de chaleur a été redirigé vers une serre hein, dans laquelle il y a des tomates, et ben on voyez, comme vous voyez ici à l'image, et ben, ça a permis ben, quoi, ben, d'avoir de cultiver des tomates. Donc vous voyez qu'ils ont, comme ils disent ici eux-mêmes, hein, ils ont réussi à fermer, à sceller la loupe énergétique. Donc l'excès d'énergie généré d'un autre côté, et ben, de l'autre côté, ben, ça part et il y a réellement une utilité. Vous voyez que, comme il y a pas mal de personnes aussi qui ont réussi à rediriger l'énergie, enfin l'excès d'énergie, pardon, pour pouvoir chauffer leur domicile, ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a des cas d'utilité concrets qui peuvent être faits. Donc vous voyez que tout n'est pas négatif hein, autour de l'activité minière crypto. Alors maintenant, on parle du Lightning Network. Et maintenant, on est arrivé à combien? À 1000 nodes. Donc rappelez-vous, les nodes, c'est quoi? Ben, les nodes, ce sont des points de relais. Et chacun de ces points de relais ben, ont une copie de l'entièreté du livre, hein, donc du blockchain. Hein, donc directement copié sur ces points de relais. Donc là, c'est quoi? Ben, ça fait, ça donne la stabilité et la puissance du réseau. Donc voilà, là, Lightning Network, ça continue à avancer. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc là on parle de la guerre hein, qu'il y a entre, on va dire, les cryptos et puis les altcoins, ainsi de suite. Donc ouais, c'est toujours la relation qu'il y a au niveau des corrélations hein, négatives et des corrélations positives. Hein. Donc c'est quoi une corrélation positive? Si le Bitcoin monte, les altcoins montent. Bitcoin descend, les altcoins descendent. Et ensuite il y a des corrélations négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Bitcoin monte, et ben la altcoin descend. Donc là, c'est quoi? Principalement, lorsque je parle d'une corrélation négative, rappelez-vous, il y a eu ça durant un moment, et c'était quoi entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash? Vous voyez qu'à un moment donné, il y avait une relation inversée. Hein. Lorsque le Bitcoin montait, le Bitcoin Cash descendait. Pourquoi il y avait cette guerre entre les deux? Ben, qui est réellement le véritable héritier de Satoshi Nakamoto? Et donc là, il y avait cela. Donc maintenant, ben, ici, l'auteur de l'article pardon, explique réellement ben, le pourquoi il y a cette corrélation positive. Lorsqu'on parle du Bitcoin comme étant, ben, principalement, c'est l'entrée. Hein, donc vous voyez qu'à travers Bitcoin, ben, on peut arriver à, comment dirais-je, aller vers d'autres cryptos et principalement le Bitcoin aussi. Toutes les autres cryptos sont nées du Bitcoin, donc ce sont des bifurcations du Bitcoin et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe avec les altcoins et leur relation avec le Bitcoin? Donc là, vous voyez qu'on en parle, enfin, l'auteur de l'article ici, il en parle pas mal. Et donc là, comme vous avez vu ici aussi, on en a parlé souvent lorsqu'on est en train de faire nos analyses au quotidien, ainsi de suite. Mais donc là, c'est un article qui est très intéressant et cela va continuer. Hein. Donc là, il faut comprendre les mouvements qui sont en train de se passer. Lorsque vous voyez comme maintenant bah, tout l'écosystème qui est en train de baisser, comme on voit le Bitcoin, maintenant on est en dessous des 8000 et vous voyez que tout l'écosystème va suivre avec. Donc là, il faut avoir ça à l'esprit et bien comprendre ce qui est en train de se passer. Ok?
Pourquoi? Parce que ce sont ce genre de mouvements qui peuvent vous perturber et qui peuvent vous faire perdre le nord. Donc, c'est-à-dire que vous ne savez pas, vous étiez investi dans une coin et en passant par le Bitcoin ou autre, et tout d'un coup, ben, tout vous semble être positif dans votre coin, il n'y avait pas de news négative, et tout d'un coup, boum, ça baisse. Pourquoi? Il y a une news qui arrive avec le Bitcoin, mais comment est-ce que ça affecte ma coin à moi? Ben voilà, là, ce sont ces faits-là. OK? Donc voilà, continuons ici. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? Là, maintenant, on a fini avec tout ce qui était au niveau global. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est au niveau des pays en particulier, hein. Et on va aux States. Donc là, ici, on va aux États-Unis. Et donc, comme vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? On va dans l'État, on va à New York, hein. Et une des petites villes tout près de New York, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est quoi? Ben, c'est vraiment avoir un ban, donc bannir l'activité minière. Pourquoi? Ben, parce que c'est en train de consommer trop d'énergie dans cette petite localité de New York. Donc, vous voyez ici, ils ont un power struggle. Donc, comme ils disent ici, hein, voilà, que l'activité minière du Bitcoin est en train de consommer 10% de la ville de Plattsburgh. Donc, de la génération de power de cette ville-là, donc l'énergie, ben, l'activité minière, dans ceux qui sont en train de miner là-bas, ben, ils consomment 10% de cela. Donc là, c'est énormément et c'est beaucoup pour eux. Et là, maintenant, ben, c'est arrivé même, vous avez même jusqu'au maire de la ville qui est en train d'en parler, enfin de cette petite localité qui en parle. Et donc maintenant, ben, il y a comment dirais-je, il y a un gros problème, hein. Donc là, maintenant, il est en train d'essayer de faire quoi? D'interdire l'activité minière là-bas. Donc vous voyez que là, il y a toujours du pour. Ouais, on a vu le pour avec les crypto-tomatos et ici, il y a le contre. Donc vous voyez que c'est ça aussi le problème. Selon d'un village à un autre, d'une commune à un autre, d'une préfecture à un autre, d'une localité à une autre, d'un état à un autre, les lois changent. Ok, donc voilà. Continuons maintenant, on reste aux États-Unis et maintenant on a la SEC. Rappelez-vous, la SEC, c'est le Security Exchange Committee, donc c'est l'équivalent en France de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers. Et maintenant, ben, toujours quoi? Rappelez-vous, ça va être le thème que je vous dis, on va avoir ce thème-là, ça va peser lourd, ça va pendre, ça va accompagner les cryptos durant toute l'année et durant toute leur histoire, enfin surtout maintenant, ça va être le thème de quoi? Le thème de la régulation. Et donc là maintenant, ben, réguler quoi? Les cryptos actifs. Les hedge funds, mais que maintenant il y a eu énormément de créations de hedge funds qui veulent se dédier entièrement et uniquement au trading des crypto actifs et aussi des ICOs, donc des ICO, hein, donc les Initial Coin Offering. Et maintenant, bah, il y a un problème, les ICO ne sont pas régulés, les crypto actifs ne sont pas régulés. Donc lorsque moi j'ai une entité comme un hedge fund qui vient avec de l'investissement alternatif, déjà les hedge funds, la régulation des hedge funds c'est très compliqué. Et alors maintenant, en plus de ça, si déjà moi j'ai j'ai une institution qui est, on va dire, fort opaque, qui vient à investir sur des actifs encore bien plus opaques et encore moins régulés. Donc là, la situation est chaotique. Donc là, ça va être comme ça partout. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Et il y a toujours des problèmes au niveau des gouvernements nord-américains, la SEC et tous les intervenants sur le marché. Vu que quoi, ben, les véhicules d'investissement qu'ils sont en train d'utiliser ne sont pas encore régulés. Donc il y a énormément de problèmes par rapport à ça. Continuons ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On reste aux États-Unis. On va dans l'État d'Illinois. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous voyez que de plus en plus, les cryptos sont de plus en plus connus. Maintenant, les universités sont en train de lancer quoi? Ben, lancent des cours, donc des cursus crypto. Donc, il y a un crypto cours, blockchain technology, Bitcoin, comment trader, comment investir, c'est quoi, et comment dirais-je, et tout ce qui est en orbite autour de tout cet écosystème, hein. Et comme vous voyez, ce n'est pas l'unique université qui fait cela. Il y en a pas mal d'entre elles aussi qui ont commencé à offrir ce genre de programme. Et rappelez-vous, il y avait Dash qui a participé à un programme, voilà, ils en parlent ici, hein, Dash, qui a fait une donation à une université, à l'université d'Arizona, pour développer un laboratoire de recherche blockchain. Donc vous voyez que là, ça devient de plus en plus intéressant. Donc, vous voyez qu'il y a de plus en plus d'élèves et d'étudiants qui disent, bah tiens, le blockchain, c'est le futur, ça va, on est à l'aube, hein, de la quatrième révolution industrielle, et donc, ben, vaut mieux se préparer maintenant. Donc voilà, donc là il y a des personnes qui sont en train de rediriger, de se réorienter dans tout ce qui est blockchain, tout ce qui est ordinateur, enfin oui, computer science, AI, machine learning et tous ces trucs-là. Donc voilà, continuons ici. Et ici, on va où? Ben, Coinbase, on reste aux États-Unis, rappelez-vous. Régulation, des lois, pas mal de problèmes. Et qui dit ça, dit le fisc, donc dit quoi, payer des taxes, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Ben, Coinbase, le fameux wallet et ce qui la compagnie mère de l'exchange GDAX, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, viennent d'introduire un nouveau quoi? Tax Calculator. Donc, quelque chose qui vous permet de calculer les taxes sur base des opérations et des transactions que vous avez fait. Donc là, voilà. Mais comme ils disent, c'est approximatif et réellement, ben voilà, ils mettent ça vraiment pour aider les utilisateurs, mais ils recommandent quand même d'aller avoir comment dirais-je, de contracter les services d'un professionnel, hein, des impôts, afin de le faire de manière 100% correcte. Donc eux, voilà, c'est juste
comment dirais-je, un outil en plus, mais ils disent que ce n'est pas fiable à 100%. Maintenant, on laisse les States, on va en Asie, et bien sûr, pour commencer, là où il y a le plus de news dernièrement, la Corée du Sud, et maintenant quelque chose d'un peu plus intéressant, hein. Comme le dit l'article ici, en Corée du Sud, les personnes les plus actives au niveau de l'investissement dans les cryptos et le trading, ainsi de suite, c'est quoi? Ben, les jeunes de 20 ans. Donc, vous voyez, c'est eux que ça a touché. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un phénomène social qui est associé aux investissements dans les cryptos et tout ça. Et là, il faut l'expliquer, hein. Donc là, on va revenir 10 ans en arrière, 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la grande crise financière et immobilière. Rappelez-vous, il y a eu des gros mouvements, Occupy Wall Street, ainsi de suite. Beaucoup de personnes ont perdu confiance dans le système, surtout le système financier. Beaucoup de problèmes. On a vu tout ce qui s'est passé au niveau bancaire, hein. Donc Chypre, la Grèce, ainsi de suite, Portugal, Espagne, enfin partout, hein. Ça a touché tous les endroits du monde, certains plus que d'autres, mais il y a toute une jeune génération qui a perdu, enfin toute cette jeune génération a perdu confiance au niveau bancaire. Donc, tu vois, même moi, exactement, bah, j'ai perdu énormément de confiance. Comme tout le monde, il y a eu des choses qui n'ont pas été super claires. Heureusement, les arrêts étaient couverts, donc voilà, plus de peur que de mal. Mais comment dirais-je, voir des choses qui vous appartiennent disparaître comme ça et voir du jour au lendemain pas mal de choses qui n'ont pas l'air très claires, comment dirais-je, vous être imposé, ben, ça fait, ça vous titille et ça sonne, il y a la sonnette d'alarme qui a été sonnée, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? C'est quoi? C'est que maintenant, on doit prendre les devants. Les devants, c'est quoi? Bah, c'est l'éducation financière, savoir comment protéger ses arrières et ainsi de suite. Et lorsque l'on voit que ce qui était à la cause, à l'origine de ces problèmes-là, ben, on se sortit indemne sans rien du tout. Pourquoi? Ben, vu déjà que ceux qui étaient dans le gouvernement et ainsi de suite ne comprennent rien à ce qui s'est passé. Donc moi j'ai regardé, comment dirais-je, lorsqu'on avait demandé à l'intervention des grands banquiers, les Jimmy Dimon, les Gold, les Lloyd Blankfein, ainsi de suite, d'aller sous serment et comment dirais-je, on leur a demandé des explications. Ils étaient venus avec des tomes de 16 000, 20 000 pages. Et donc imaginez-vous, maintenant écrit en jargon technique bien compliqué, fait exprès, afin qu'il n'y ait personne qui parle. Et lorsqu'ils étaient en train de parler, ben, personne ne comprenait rien. Donc, vous voyez que lorsque vous voyez ça, ben, ça fait quoi? Un manque de confiance. Et maintenant, ben, à l'arrivée du blockchain, et c'est à ce moment-là que le Bitcoin est né, donc le fameux Satoshi Nakamoto, le white paper, ainsi de suite, décentralisation du tout, donc ne plus passer par ces entités-là, et ainsi de suite. Et ça fait ce que ça fait. Donc, vous voyez que cette génération-là, l'ayant vu, l'ayant connu, tout le monde l'ayant connu, lorsqu'on voit l'avènement de crypto-actifs, eh ben, directement, ben, là, on va se ruer dessus. Surtout la jeune génération, ceux qui ont 20 ans, et ainsi de suite et plus. Donc, d'après des sondages ici, hein, les personnes qui sont le plus actifs, on voyait c'est quoi? Ben, comme on le voit ici, c'est des personnes qui sont entre 20 et 30 ans, donc d'après le sondage. Donc 20-30 ans, on va dire les 20-40 ans, ce sont ceux qui sont réellement le plus investis là-dedans, au niveau de leur stock de valeur, investissement à long terme et ainsi de suite. Donc là, donc voilà, donc même, avant même d'avoir un compte en banque, eh ben, on mettrait plus facilement de l'argent dans une crypto que même garder de l'argent en banque ou même du cash. Donc voilà exactement ben, les effets que ça. Donc rappelez-vous que tout ceci, cette révolution-là, a un impact social aussi. Donc c'est très important. Et donc on voit ça ben, dans des pays où il y a énormément de volume, comme étant ici la Corée du Sud. Maintenant on reste en Corée du Sud et rappelez-vous toujours ce problème au niveau de la régulation. Et ici ça touche encore quoi? Les ICO. Et maintenant on dit que là il pourrait relaxer cela un peu, donc être un peu plus cool par rapport à cela. Mais il y a toujours cette alerte rouge qui est là au niveau des ICO. Rappelez-vous, il y a énormément de fraude. Donc vous avez vu le cas ici avec la compagnie qui a volé pour 2 millions d'Ethereum, ainsi de suite. Donc là, ça continue. Rappelez-vous que dans certains endroits, les ICO sont illégales et ils sont obligés d'aller bouger, les faire ailleurs. Beaucoup de projets qui peuvent être bons. Donc, vous voyez que c'est ça le problème, hein. Vous pouvez avoir un panier dans lequel il y a des bonnes pommes, mais vous jetez quelques pommes pourries et le reste est contaminé. Ben, donc, voilà, ici, c'est exactement la même chose. Mais la régulation, c'est la régulation. Mais pour le moment, ben, voilà, donc on est un peu plus cool. Mais rappelez-vous que ça, c'est très fragile, hein. C'est un sujet délicat et à tout moment, il peut se passer quelque chose. Et ici, on va voir moins 15%, moins 20% et le prix va tanker. Donc, vous voyez qu'on est à des niveaux, à des points d'inflexion, des points de support très sensibles. Et donc, n'importe quoi, n'importe quel catalyseur, en plus de ce qui est en train de se passer, en plus de la pression que peuvent exercer les spéculateurs ou des personnes qui sont en train de mettre des ventes massives, eh ben, ça peut prendre de l'ampleur. Okay, on reste en Corée du Sud. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une alternative, hein. Donc, vous voyez ici un Ledger Free blockchain. Donc là, ce serait construit. Pourquoi? Ben, il y a un centre de recherche qui a proposé un Ledger Free. Donc, c'est-à-dire quoi? Le Ledger, rappelez-vous, c'est le grand livre pour comptable qui est distribué
de manière décentralisée, donc à travers le blockchain. Et maintenant, pour l'utilité, donc un cas d'utilité concret, ici ce serait quoi? La banque centrale, oui, ici on est en Corée du Sud, pourrait en utiliser un, donc on lui a proposé un livre comptable, donc une blockchain pareil, mais comment dirais-je, sans avoir ce livre comptable, donc sans avoir ce côté blockchain. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est quoi? Sans être décentralisé. Donc là, la Banque centrale, rappelez-vous, c'est une entité centralisée, elle pourrait utiliser quelque chose pareil, enfin une technologie pareille, mais pourquoi? Quel est le cas ici? Ce serait juste quoi? La rapidité dans les transactions. Vu que c'est du trustless, donc c'est-à-dire que les transactions soient instantanées, qu'elles soient validées de manière instantanée, mais qu'elles soient le centre. Vous voyez que ce ne soit pas décentralisé avec différents points, donc différents nodes, mais qu'elle est réellement le tout. Donc là, vous voyez que pendant qu'il est en train de se passer toute cette révolution, les banques centrales continuent à travailler pour essayer de se maintenir, de ne pas être obsolètes dans le monde de demain. Donc là, c'est ça. Donc vous voyez qu'ils viennent vraiment, donc la compagnie Pure Chain est en train de développer quoi, à construire quoi? Un Ledger Free Blockchain. Donc là, c'est ça. Et là, maintenant, c'est quoi? Construit en utilisant le Physical Unclonable Functions. Donc là, voilà. Donc là, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et là, ce serait quoi? Vu que le blockchain, c'est, on va dire, c'est là, hein, c'est dans le cloud, c'est sur Internet, ainsi de suite. Mais ici, ce serait quoi? Avec des digital fingerprints. Et ici, ce serait quelque chose de quoi? Qui serait identifié à travers de microprocesseurs en utilisant ce serait quoi? Des périphériques basés sur des semi-conducteurs. Donc là, en ayant un petit appareil physique ici. Vous voyez? Et non ce qui est en train de se passer, on va dire, sur le net via le blockchain. Donc là, ce serait quelque chose, ce serait une alternative. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Donc on va voir, on va suivre cela. Vu que, vous voyez que, je peux dire, ça peut inspirer d'autres banques centrales. Donc vous allez voir qu'on a encore pas mal de choses au sujet des banques centrales et ils sont en train d'y travailler. Donc ne pensez pas que comme vous voyez, comme ils disent, oui, les crypto-actifs, non, non, ils sont en train d'y travailler très, très, très sérieusement. Et rappelez-vous, donc je lui ai dit aussi que lors du prochain Global, enfin dans le prochain Global Crypto Research, on va avoir un aparté spécial banque centrale et regarder réellement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qui est en train de se passer dans les différents pays. Maintenant, on laisse la Corée du Sud et on va au Japon. Et vous voyez qu'après le gros problème qu'il y a eu à CoinCheck, le vol de NEM pour 530, 540, enfin dans les 500 et quelques millions de dollars US de valeur en NEM, après ce hack à cet exchange, tentative aussi sur Binance, maintenant au Japon, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités ont, comment dirais-je, ont retiré les licences à deux exchanges et selon l'article ici, plusieurs exchanges pourraient suivre. Donc, il y a encore pas mal d'exchanges qui pourraient aussi se voir retirer, comment dirais-je, leur licence. Et depuis là, ils ont augmenté les contrôles on-site. Hein. Donc, ils ont vraiment été voir les exchanges, voir vraiment les mesures de sécurité qui avaient été prises. Et je le rappelle ici, et je le dis encore, NEM n'a pas de problème. NEM, sa blockchain, elle est bien. Le problème ici venait de quoi? Ça venait de l'exchange qui avait des mesures de sécurité réellement pas à la hauteur. Et donc voilà, donc un hacker quand il trouve une brèche, eh ben, il en profite. Donc c'était ça. Donc rappelez-vous, la blockchain du NEM est intacte, mais le problème ici, c'est un problème de sécurité au niveau de l'exchange. Vu qu'ils avaient tout online et normalement ils devaient le mettre sur, comment dirais-je, sur des cold wallets, mais ils ont tout laissé sur des hot wallets, donc ils ont tout laissé online. Et donc dès qu'on trouve une brèche, on peut rentrer dedans et ils ont volé ce qu'ils ont pu voler. Alors maintenant, en rapport à cela, donc vous voyez que les hackers de CoinCheck, donc là j'en avais déjà parlé, ils ont déjà réussi à blanchir 40% des 500 millions qu'ils ont volés. Donc là, ça fait, c'est beaucoup hein, quand même. Hein. Donc voilà, donc là ça a réussi à être fait. Et rappelez-vous dans la news, donc je pense que c'était la semaine passée ou c'était par rapport aux news du Monero, ainsi de suite, on voyait qu'ils voulaient ressortir vers du Bitcoin, mais principalement vers du Monero et vers du Zcash, donc vous voyez, vers des cryptos qui donnent un haut niveau d'anonymat, donc on ne puisse pas comment dirais-je, hein, les suivre à la trace. Donc voilà exactement ce qui s'est passé et voilà où on en est. Donc là, on va continuer à voir comment cela va évoluer. Et rappelez-vous qu'il y avait aussi des white hackers, donc des bons hackers, des hackers au bon cœur qui ont dit qu'ils allaient s'unir dans la recherche et essayer de restituer les fonds et de pouvoir suivre les mauvais hackers à la trace. Donc voilà. Maintenant, on laisse le Japon et on va en Chine. Voilà, maintenant on est en Chine et maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc on voit que la Chine est en train de travailler pour standardiser, d'avoir un blockchain, enfin de standardiser le blockchain. Et qu'on voyait ASAP, ça veut dire quoi? As soon as possible. Donc ça veut dire aussi vite que possible.
Comme on dit en espagnol, oui, tu le veux pour quand? Pas d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, je le veux pour hier. Donc, c'est-à-dire, ça doit déjà être fait. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de travailler rapidement pour avoir cela qui est standardisé. Donc, vous voyez que toutes les compagnies qui sont dans les IT, hein, donc dans l'Information Technology, sont en train de travailler fortement. Donc, vous voyez, principalement, et les privés et le public. Donc, ici, au niveau des ministères, en train de travailler là-dessus. Pourquoi? Ben, pour réellement développer et implémenter la technologie blockchain au niveau du pays. Donc rappelez-vous, j'ai dit que le régime communiste, donc ouais, le gouvernement est en train de travailler étroitement avec pas mal de projets blockchain, donc ouais, des projets comme le NIO, le Quantum, et ainsi de suite. Et réellement maintenant, c'est quoi? Il y avait déjà des pourparlers, enfin déjà un travail qui est fait au niveau de l'implémentation d'un crypto yuan et encore pas mal de choses comme ça. Donc vous voyez que là maintenant, bah, pour pouvoir avoir tout cela, il vous faut réellement le blockchain. Donc rappelez-vous qu'en Chine, c'est déjà un pays où les transactions sont déjà pratiquement digitales. Donc vraiment pouvoir implémenter réellement tout ça et que la nation réellement devienne une nation réellement pionnière au niveau, pardon, excusez-moi, pionnière au niveau de tout ce qui est le blockchain. Donc là, on va continuer à le suivre ça parce que ça va être quelque chose de très 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 intéressant. Et la Chine est un player important, incontournable à l'échelle, comment dirais-je, économique mondiale, hein. Donc là, ceux qui sont en train de faire un gros impact au niveau mondial. Donc on va continuer à suivre cela. Là maintenant, on bouge de la Chine, on va rester dans tout ce qui est blockchain, ainsi de suite, mais on va en Malaisie. Et maintenant, la Banque centrale n'a pas été contente. Pourquoi? Il y a une ICO qui a été faite et qui a utilisé le logo de la Banque centrale et qui a dit qu'ils étaient central bank friendly. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient, on va dire, les bénédictions de la Banque centrale. Et donc, la Banque centrale malaisienne est directement, donc Bank Negara, directement malaisienne ici directement intervenu pour dire que non, que ce n'était pas vrai et qu'il fallait bouger leur logo, comment dirais-je, du jeton hein, qui avait été proposé. Donc vous voyez que là, il y a toujours un problème de régulation dans toute cette zone. Donc vous voyez qu'il y a des pays qui sont friendly, d'autres non. Énormément de problèmes, surtout au niveau des ICO. Rappelez-vous, régulation au niveau des cryptos, c'est quoi? Quel type d'actif c'est? Mobilier, immobilier, securities, donc c'est-à-dire un actif financier comme une action, ou comme un bon, ou comme une devise, ou comme une commodité. Donc énormément de problèmes par rapport à cela. Et donc là maintenant, vous voyez que même au niveau des ICO, même un logo pose problème. Ok, donc voilà. Donc là, on laisse l'Asie et maintenant on va en Europe. Et maintenant en Europe, ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Maintenant, on va à la Commission européenne. Et ici, qu'est-ce qu'on parle? On voit ici une personne. Donc là, c'est ceux qui font partie des commissions. Donc son nom de la personne ici, j'ai oublié son nom. Voilà. Maria Gabriel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il n'y a pas de problème au niveau de quoi ben, il ne faut pas bannir ou limiter l'activité minière. Donc là, c'est au niveau de l'énergie, la consommation d'énergie, ainsi de suite. Pour cette dame ici, il n'y a pas de problème. Donc pour elle, rien à signaler. Le tout peut continuer à aller de l'avant comme ça va. Et comme elle dit, l'activité minière ici est légale. Mais rappelez-vous que Madame Christine Lagarde avait dit, comme on voit ici, on souligne un peu son entité, donc le FMI, a dit que oui, ça consommait énormément d'énergie. Donc vous avez vu ce qui s'est fait avec les crypto tomatoes et encore dans d'autres endroits du monde où c'est mal vu. Dans d'autres endroits du monde, on les accueille. On accueille enfin, tous ceux qui veulent s'adonner qui veulent se lancer dans l'activité minière. Donc, vous voyez que là, il y a un gros problème de part et d'autre du monde. Ce n'est pas standardisé, mais il y a des gros problèmes. Mais ici, pour la commissionnaire, ici, Maria Gabriel, il n'y a pas de problème pour elle, rien à signaler. Maintenant, on laisse l'Union, enfin, on laisse la Commission européenne et on va en Finlande. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, vous voyez encore les problèmes avec les exchanges et les comptes bancaires des traders et une banque qui vient de fermer des comptes pour un exchange crypto. Donc, vous voyez que là, ce sont des gros problèmes qui continuent. On a vu ça en Australie, on a vu ça en Corée du Sud, on a vu ça un peu partout. On a vu ça même pour l'entité Bitfinex qui avait des comptes avec Wells Fargo, mais ils ont rebondi vers ING. Et là, ça continue. Donc, vous voyez que là, il y a un gros problème à tous ceux qui viennent offrir des services de trading, de crypto et ainsi de suite. Donc broker et tout ce que vous voulez. Donc là, beaucoup de problèmes. Les banques craignent quoi? Ben, des risques systémiques et ainsi de suite. Ils disent que voilà, que là, c'est ce qui peut être provoqué par les cryptos. Et d'un autre côté, il y a toujours ce problème du KYC, donc Know Your Customer, vu qu'on permet à des entités d'ouvrir des comptes comme ça en 2 clics. Et même maintenant, ben, ça a un peu changé, hein, vu que maintenant, dernièrement, j'avais reçu une demande de KYC venant de Bitstamp. Donc il fallait la remplir. Donc vous voyez que c'est en train de changer. Et donc maintenant, ben, de plus en plus de ces entités commencent à être régulées. Donc pourquoi? Ben, pour pouvoir continuer à à faire leur business tranquillement et normalement. Donc vous voyez que là, ben, on va voir un temps qu'il n'y a pas les AML, donc les anti-money laundering, anti-financement. Pour le contre-terrorisme et tous ces trucs-là. Et quoi d'autre? Les KYC, donc connaître son client, ben, ça pose problème pour toutes, comment dirais-je, pour toutes ces compagnies qui donnent ce genre de service. Ok. Voilà. Alors maintenant, on continue.
Et on va en Slovénie. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en Slovénie? Ah bah tiens, quelque chose, là c'est, on va un peu dans l'art, hein, au niveau de l'architecture. Et vous voyez ici, il y a eu quoi? Il y a un rond-point avec, comme vous voyez ici, le logo du Bitcoin en plein milieu. Donc là, je trouvais ça curieux. Donc voilà, donc la Slovénie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer de lancer un message par rapport au Bitcoin, par rapport à quoi? Donc peut-être qu'on va tous devoir émigrer vers la Slovénie. Donc voilà, donc ouais, quelque chose de pas mal. Bah, un monument pour le Bitcoin. Donc voilà, donc ça veut dire qu'ils sont Bitcoin friendly. Donc là, vous savez, si jamais il y a un problème, on se retrouve tous en Slovénie. Maintenant, on va en Hollande. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le ministre des Finances hollandais a un problème, et c'est toujours le même problème, c'est quoi? Régulation. Donc, il faut une loi. Donc, comme il dit ici, hein, Dutch Finance Minister advocates changes to the European crypto laws. Donc, il faudrait changer les lois au niveau des cryptos, mais ça doit être standardisé au niveau européen. Donc, bien sûr, toujours ce problème qui risque. Donc, vous voyez ici, hein, Bitcoin Futures et d'autres dérivés qui ont beaucoup, comportent énormément de risques, et avec tout ce qui va avec. Donc, les exchanges, ICO et les actifs en eux-mêmes ont énormément de risques. Donc, malgré la popularité qu'il y a, donc vous voyez que ce n'est pas standardisé. Donc, c'est un peu dommage tout ça. Parce que comme je vous le dis, on va opérer dans un environnement où on n'a pas de régulation standardisée, bien qu'on soit tous ici dans l'Union européenne. On voit que d'un pays à un autre, donc du Portugal à l'Espagne, ça change. De l'Espagne à la France, ça change. De la France à la Grèce, de la Grèce à l'Italie, de l'Italie à la France à l'Allemagne, ça change partout. Donc on aura des problèmes avec la régulation. Qui dit régulation, on aura des problèmes avec le fisc et les taxes qui vont avec. Donc là, ça va nous accompagner tout au long de cette année-ci. Et donc, vous voyez que les hommes politiques ils sont en train de donner de la voix. Donc, on sait même pas, on sait même plus qui écouter ici. Donc, voilà. Continuons maintenant, et maintenant on va, voilà, là maintenant on laisse le côté européen, et maintenant on va dans le côté des banques centrales. Donc rappelez-vous tout ce qu'on a vu au niveau des banques centrales, tout ce qui est en train de se passer, et ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Là on va à la BIS, donc la BIS c'est la banque centrale des banques centrales, donc c'est la Bank of International Settlement, donc la banque des règlements internationaux. Et ici, il y a pas mal de choses, et on voit ici Central Bank Digital Currency, donc les CBDC. Donc ça c'est quelque chose qu'ils sont en train d'essayer de créer, et là il y a un rapport qui a été fait par rapport à cela, et ce rapport là on va l'analyser nous c'est le rapport du Money Flower, on va l'analyser dans le Global Crypto Research. Donc là ici vous avez la vidéo, vous allez pouvoir la regarder et voir ce dont de quoi il parle. Ceci n'est pas trop long, c'est une demi-heure. En général ils font des vidéos de 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, et je peux vous dire, permettez, excuse my French, comme on dit, c'est ultra chiant. Moi, je m'endors souvent lorsque je regarde ces vidéos-là. Mais comme je vous dis, ce sont des vidéos qui durent 2 heures, mais à 1 h 30 ou 1 h 45 au proche de la fin, ils vont dire il y a une phrase, un paragraphe ou une partie du discours, enfin de la lecture, hein, comme ils appellent ça, qui va changer tout et qui va vous faire faire un aha. Donc ouais, c'est ça. Donc là, c'est très important de suivre ce qu'ils font, vu que là, en gros, c'est quoi? Ben, création de crypto fiat. C'est vraiment de ça qu'ils sont en train de parler, mais avec un jargon technique super chiant. Donc ouais, ici, hein, intégré au niveau de l'infrastructure des paiements et des marchés et ainsi de suite. Donc voilà, c'est super chiant, mais c'est ça. Donc là, comme je dis, je vais vous le simplifier. Dans le Global Crypto Research, on va revenir sur le document en entier, mais vous voyez que là, chaque mois, il y a toujours des conférences à ce sujet. Donc ne pensez pas qu'ils passent la outre, qu'ils font comme si ça ne les intéressait pas. Non, ils sont en train d'y travailler très fort. La Fed, vous avez vu en Chine, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est là. Maintenant, ici, donc comme vous avez vu, on est rentré au niveau des institutions et ainsi de suite. Donc on va terminer avec cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? On va à Thomson Reuters, et Thomson Reuters est en train de faire quoi? Vous voyez que maintenant, comme ils disent, hein, il y a les institutions, ils le disent ici, les institutions sont en train de rentrer dans le Bitcoin petit à petit. Donc rappelez-vous, comme on avait vu au début, avec la news que nous a donné Moumous, ici, ben, vous le voyez, et là on le confirme, que c'est quoi? Ils sont en train de mettre sur place tous les outils qui vont permettre aux investisseurs accrédités, donc les institutions et ainsi de suite, leur donner les outils nécessaires pour mieux faire leurs analyses par rapport aux crypto-actifs. Donc là, voilà, donc là, Thomson Reuters est déjà en train de se positionner et créer pas mal d'outils pour venir en aide à leurs clients qui sont principalement des investisseurs accrédités, donc des grosses institutions et ainsi de suite. Donc là, ils sont déjà en train de se préparer. Donc vous voyez qu'il y a, rappelez-vous ce consensus, on est en train de tout mettre en place. Donc vous voyez, comme je vous le dis souvent, tous les outils sont en train d'être mis en place afin de permettre aux grosses institutions de rentrer. Donc vous voyez, crypto is heating up in the institutional space. Donc c'est quoi? Ça devient chaud, ça chauffe. Pourquoi? Les institutions commencent à faire des gros yeux par rapport à cela et regarder ça de très près. Donc voilà.
Maintenant, on reste avec les institutions et on va en voir une autre. Et ici, c'est Virtue Financial CEO qui est en train de parler de quoi? Ben, du Bitcoin et de la volatilité des marchés. Donc là, vous voyez exactement, c'est à CNBC. Donc, il parle réellement comment dirais-je, de tout ça. Et donc là, ce sont déjà des personnes qui sont déjà en train d'être investies dans les cryptos, qui ont déjà lancé leurs crypto-fonds et ainsi de suite. Et donc là, vous voyez que ça ne passe pas inaperçu. De plus en plus de ces personnes-là vont continuer à, comment dirais-je, à investir dedans. Et là, on parle réellement du marché en général, hein. Donc la volatilité qu'on voit dans les indices Dow Jones, Nasdaq, et S&P, et ainsi de suite à travers le monde, et aussi la relation avec les cryptos. Là, on laisse Wall Street, enfin, on laisse un côté de Wall Street pour aller à un autre côté de Wall Street. Et là, maintenant, on voit ici, c'est quoi? Ben, on voit ici un Crypto Pursuit. Donc, encore une autre personne. Donc, Alan Howard, ce monsieur ici que vous voyez là. Un autre de Wall Street. Donc, on voit ici un de Brevan Howard, co-founder. Voilà, on dit que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Eh ben, prendre des positions dans les cryptos. Donc là, voilà. Donc, vous voyez, encore quoi? Encore plus d'institutionnels qui est en train de rentrer dedans. OK? Alors là maintenant, on laisse un peu Wall Street et on continue avec les institutions. Bon voilà, cet article ici est en relation avec la vidéo que je vous ai montré de la BIS, donc de la Bank of International Settlements. Donc voilà, donc ici toujours pour parler des CBDC, donc des Central Bank Digital Currencies. Donc là ici vous voyez l'article, mais je vous ai partagé la vidéo. Donc ici ça tarde aussi à se charger. Il y a la vidéo qui est là, donc voilà, donc c'est juste un résumé de ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc rappelez-vous, hein, comme je dis toujours, c'est bien d'avoir des articles, mais moi je préfère directement aller à la source et voir les personnes, l'entité elle-même s'exprimant avec ses propres mots, et comme ça je peux m'en faire une idée objective, ok? Donc voilà, donc là vous avez le lien par rapport à cela. Et ça, c'est quoi? Ah oui, Gemini. Donc là, c'est les deux frères, les Tyler et Cameron Winklevoss. Ici, leur exchange Gemini, rappelez-vous, qui donne les prix du CBOE. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de faire? Ils vont rajouter le Bitcoin Cash et le Litecoin. Là, c'est leur but principal. Donc, ils vont rajouter ces actifs-là, comment dirais-je, dans leur exchange. Rappelez-vous, c'est le seul et unique exchange régulé aux États-Unis par la SEC et ainsi de suite. Donc, ils sont conformes à tout aux States. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent cela? Parce qu'ils visent principalement le big money de Wall Street. Donc, ils visent principalement quoi? Ils visent principalement les investisseurs accrédités et tout autre gros acteur, gros personnage de Wall Street. Voilà. Donc là, vous voyez, le lancement et l'ajout de nouvelles cryptos. Et aussi, là, on reste avec les Winklevoss Brothers. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils veulent aussi qu'il y ait un, comment dirais-je, que tous les exchanges nord-américains se rassemblent et créent un body, donc un self-regulatory body. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En se mettant ensemble, que eux-mêmes viennent avec, comment dirais-je, hein, qui mettent sur place eux-mêmes, qui s'autorégulent eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent faire preuve de bonne foi, que tous les exchanges se mettent tous ensemble et qu'ils établissent comment dirais-je, un certain paramètre sous lesquels eh ben, ils vont commencer à s'autoréguler eux-mêmes et ensuite présenter le tout à la SEC. Enfin, de quoi ben, que le business se déroule bien. Vous voyez que, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez un panier de pommes, les pommes sont bien, vous mettez quelques pommes pourries, ça affecte tout le panier. Donc, c'est ça. Donc, eux, ils sont en train d'essayer de faire les choses bien, mais d'autres exchanges, et là directement on pense à quoi? Coinbase, GDAX, ainsi de suite, Kraken, qui ne sont pas régulés, eh ben, directement, ben, ça pourrait nuire à leur business. Donc c'est ça. Donc vous voyez que si tout le monde est régulé, ben, tout se passe bien, on va arrêter de nous montrer du doigt et on va pouvoir faire du business tranquillement et le big money va pouvoir rentrer et opérer sans aucun problème. Donc là, c'est une proposition qu'ils sont en train de faire et ils appellent réellement à tous les exchanges de venir là et travailler avec toutes les entités, donc oui, le CFTC, le SEC, et ce qu'ils essayent de faire, c'est quoi? C'est ils annoncent la proposition pour le Virtual Commodity Association, donc le VCA. Donc voilà. Donc là, on va suivre cela de près, on va voir comment cela va évoluer. Maintenant, on va à une autre institution, PwC, donc cette boîte de consulting et cette boîte d'audit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire eux aussi? Eux maintenant, qu'est-ce qu'ils font aussi? Rappelez-vous, comme vous avez vu Thomson Reuters qui vient avec des outils, ben, eux ils lancent un outil qui va permettre d'analyser quoi? Les ICO. Donc rappelez-vous, il y a beaucoup d'ICO qui sont frauduleuses et ainsi de suite. Et maintenant, eux, ils vont lancer un outil qui va faire quoi? Qui va traquer et qui va analyser ces ICO. Pourquoi? Ben, pour en voir réellement le véritable potentiel et permettre d'offrir ça comme service à leurs clients. Donc avec les clients, au lieu de directement on va dire, s'appuyer uniquement sur les white papers publiés par ces startups ou sur les pages internet, eh ben, ils vont savoir qu'ils sont une institution qui est de très haute, hein,
qui a une réputation qui n'est pas à refaire, et qui maintenant quoi va leur donner des outils d'analyse des ICO. Donc là, vous voyez que c'est quelque chose de super super bon. Donc vous voyez que toutes ces compagnies, elles trouvent toujours le moyen de survivre vu que c'est un service, et des compagnies pareilles, leur service, c'est pas un service à 10 euros. Donc voilà. Donc là, c'est quelque chose de super, super intéressant. Donc, vous voyez ici, ça va permettre quoi? De suivre à la trace les ICO et d'aller encore un peu plus loin. Comment dirais-je? Ça va permettre d'éviter les investisseurs de rentrer dans des ICO qui seraient foireuses ou complètement frauduleuses. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, on retourne avec Thomson Reuters. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, en plus des outils qu'ils étaient en train de donner, rappelez-vous comme on a vu, bon, cet article ici, excusez-moi, normalement, il devait aller en complément de l'autre article. Ils vont aussi lancer un quoi? Un Bitcoin Index. Donc, vous voyez ici un Thomson Reuters. Ils vont lancer quoi? Un Bitcoin Sentiment Index. Donc, vous voyez, un indice de sentiment. Donc, c'est-à-dire quoi? Est-ce que les personnes sont euphoriques ou sceptiques? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bullish, bearish. Avec cet indice de sentiment, on va savoir si les personnes sont favorables à l'investissement dans le Bitcoin. C'est-à-dire que oui, si on est favorable, c'est-à-dire on est haussier sur le Bitcoin. Et si pour le moment on est sceptique, on voit que le marché, enfin qu'il y a trop de volatilité ou que c'est pas le moment de rentrer dedans, les investisseurs vont garder leurs sous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On est sceptique, donc on est ou neutre ou baissier sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment ça qui va être fait. Donc, ouais, donc rappelez-vous. Là, j'en reviens à ce que nous a partagé Moumous, ce que j'ai commenté en début d'émission. Ça, ce sont tous les outils dont Wall Street a besoin. Et ici, comprenez Wall Street, monde financier global. Donc, vous voyez qu'avant de rentrer dedans, on doit avoir tous les outils. Donc, on se prépare pour la guerre, toutes nos munitions, toutes nos armes, ainsi de suite. Tout est OK, on est bien préparé. Maintenant, on y va. Donc là, vous voyez que toutes les institutions et toutes ces entités sont en train de préparer cela, vu que rappelez-vous qu'elles, elles ont comme client le big money de Wall Street. OK? Donc, continuons. Et maintenant, on va terminer avec quelques vidéos, toujours ici de Wall Street. Donc, vous voyez ici un Cryptocurrency Index Fund. Voilà. Donc là, c'est en relation à ce que vous avez vu ici de Thomson Reuters. Donc là, maintenant, voilà, le fonds ici, c'est un 10 qui va être lancé. Donc là, on en reparle aussi. Donc, vous voyez que Wall Street, comment on continue à aller de l'avant. Et rappelez-vous, on en a déjà un. Il y a le NYXBT, donc New York Stock Exchange Index Funds pour Wall Street. Wall Street, on a déjà un. Donc ça, c'est le NYSE, donc le NYSE, le NYSE, ils ont déjà leur indice, mais oui, de plus en plus, d'autres entités vont commencer aussi à lancer des fonds et des indices. Non, maintenant, qu'est-ce qu'on a encore ici? Là, maintenant, on parle de la bulle. Et là, ici, vous avez M. Lubin, donc un des cofondateurs avec Vitalik Buterin et encore d'autres personnes d'Ethereum, aussi CEO de la compagnie Consensus, si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, on est en train de parler ici en direct de Bloomberg, et on parle de quoi? De la bulle des cryptos. On dit, est-ce que la bulle des cryptos serait-elle percée? Est-ce qu'elle a déjà explosé? Est-ce que maintenant on est à des niveaux clés? Est-ce que maintenant là qu'on a atteint ces bas, est-ce qu'on va remonter? Et ainsi de suite. Donc là, voilà, il vient parler réellement de l'écosystème crypto, de ce qui se passe réellement, de la volatilité qu'il y a dans les cryptos. Et là, il amène son avis. Donc là, c'est quelque chose de super, super, enfin, pas son avis, mais il fait un état des lieux concret. Donc là, vidéo super, super intéressante. Et on continue. Maintenant, on va regarder une autre entité, c'est Square. Rappelez-vous Square qui a eu une montée fulgurante et qui a vu sa cotisation monter. Et aussi, je pense qu'il y a Morgan Stanley qui voulait acquérir la compagnie. Pourquoi? Il donne sa technologie qui permet aux marchands d'accepter des paiements avec des cryptos et ainsi de suite. Et maintenant, ils ont fait un sondage. Et d'après leur sondage, on voit que 60% des marchands qui utilisent Square, maintenant, ils sont prêts réellement à accepter, comment dirais-je, des paiements en Bitcoin. Donc, rappelez-vous, il y a déjà une espèce de wallet qui a déjà été intégrée, qui permet maintenant à l'acheteur de directement payer sa balance, comment dirais-je, payer sa commande ou son produit à l'aide d'un crypto. Mais maintenant, la Square va un peu plus loin. Il pourrait réellement faire une full intégration. Donc, vous voyez ici, c'est ça va de crypto directement à fiat. Mais maintenant, avoir une intégration 100% crypto et vraiment permettre l'acceptation et l'utilisation, on va dire, concrète et quotidienne et pratiquement définitive, on peut dire ça comme ça, du Bitcoin. Et ben voilà, ils sont tous très, très, très favorables. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Donc là, ça continue. Maintenant, on va regarder une autre entité. Et ici, c'est Marathon. Donc, c'est une autre compagnie ici québécoise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé quoi? Leur propre centre minier au Québec. Donc, voilà. Donc, la compagnie Marathon, donc, ouais, maintenant aussi, se lance dans l'activité minière. Donc là, rappelez-vous, là-bas, ils ont beaucoup de chance. Pourquoi? Le climat est favorable, l'hydroélectricité et ainsi de suite. Donc, voilà. OK. Donc là, ils sont en train de continuer avec cela. Et maintenant, il se lance aussi dans l'activité minière. Donc là, c'est super, super intéressant. On voit que de plus en plus,
il y a de l'engouement pour ce genre d'activité. Maintenant, on retourne au Grayscale. Donc, rappelez-vous le Grayscale qui avait lancé 7, qui a maintenant à 7 produits OTC, donc des produits dérivés. Et maintenant, ils ont quoi? Ils ont leur Ethereum classique aussi, le Trust qui va être lancé aussi publiquement. Donc, voilà, ils ont rempli hein, cela pour pouvoir avoir ça. Donc, vous devez remplir les choses à la SEC. Donc, être sûr que votre produit est approuvé. Dès qu'il est approuvé, ben voilà, vous pouvez être là, commencer à cotiser. Donc, vous voyez que ça, c'est quoi? Rappelez-vous, ça nous renvoie à ce que je disais au début, c'est quoi? Tous les outils que Wall Street est en train de mettre sur place. Donc Ethereum classique, il y avait déjà, ils ont commencé par le Bitcoin, le GBTC, maintenant il y a le Ethereum classique, enfin il y a déjà Ethereum, il y a Litecoin, il y a Zcash, il y a Bitcoin Cash et il y a Ripple, maintenant Ethereum classique. Donc oui, ils sont vraiment en train d'avoir tout ce qui leur permet d'opérer. Ce sont des dérivés et donc là ils vont pouvoir réellement aller bien plus loin dans leur système et dans tout ce qui est leur stratégie d'intervention. Donc ils ont tous les produits nécessaires maintenant pour maintenant rentrer en masse. Et c'est ça maintenant, rappelez-vous, hein, cette deuxième vague avec les trilliards de dollars qui sont en train d'attendre. Hein. Comme je vous le dis souvent tous les dimanches, regardez les émissions qu'il y a lorsqu'on fait l'analyse de la market cap. On va réellement voir les cryptos franchir le cap du milliard. Le plus haut qu'on avait atteint, c'était les 850, 870 milliards. Donc rappelez-vous, dans le Global Crypto Research, on l'avait vu. Hein. Donc là, c'est plus ou moins l'équivalent de quoi de la market cap de Apple. Hein. Apple est là pratiquement entre les 800 milliards et les 900 milliards de dollars. Donc on dit que ça peut être la première compagnie à atteindre le trilliard. Donc ou Amazon, ou Amazon aussi, ou Apple. Ou bien on parle de Saudi, de la compagnie Aramco, qui va aussi lancer sa IPO. On parle de 2 trilliards de lancement pour cette compagnie. Donc on va ils vont le faire, hein, ou c'est ou c'est à Shanghai, ou c'est à Hong Kong, ou c'est à la City, ou c'est à Wall Street, on va voir où ils vont lancer ça, mais on parle de 2 trilliards. Donc rappelez-vous ici que maintenant que les cryptos atteignent le trilliard, et là on parle de 5 trilliards, eh ben, ce serait quelque chose de grand, mais vous voyez qu'ils ont tous les produits pour. Donc rappelez-vous, lorsque vous voyez ces produits-là, et donc là, ce ne sont pas des produits qui sont choisis, on ne choisit pas ces produits-là par hasard. Donc ce sont des produits qui intéressent directement tous les intervenants, donc le big money de Wall Street. Donc dès qu'ils ont ce genre de dérivés, eh ben voilà, ils vont pouvoir rentrer dedans comme ils veulent. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va regarder Open Bazaar. Et Open Bazaar, rappelez-vous, c'est une plateforme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette plateforme? Eh ben, cette plateforme, elle a fait quoi? Et elle a encore fait quoi? Une levée de fonds. Et maintenant, qui on a vu qui est en train d'investir dedans? Rappelez-vous, Open Bazaar, ils acceptent des paiements en crypto. Et maintenant, Open Bazaar a levé des fonds, 5 millions. Et dans les investisseurs, il y avait Bitmain. Rappelez-vous, Bitmain, c'est le grand pool minier en Chine. Et c'est aussi quoi? C'est aussi eux qui sont en train de faire les, les dispositifs miniers hein, pour miner des cryptos, principalement le Bitcoin. Donc là, maintenant, voilà qu'ils viennent d'investir dans quoi? Donc, dans la compagnie Open Bazaar. Donc, voilà. Ouais, comme on a vu ça, donc lorsque vous regardez des compagnies comme Poloniex ou des compagnies comme Circle, via Crunchbase, vous pouvez voir exactement bah, qui est en train d'investir dans quoi et donc qui a des participations dans telle ou telle compagnie. Donc là, c'est super intéressant. On y reviendra bien plus en profondeur dans le Global Crypto Research que je vais commencer à faire dès la semaine prochaine. Pour vous le présenter, normalement, que je vous dis, donc allez, d'ici la fin du mois, donc allez, au plus tard la première semaine d'avril, le rapport va être disponible. Ok? Donc voilà. Maintenant, on revient sur Google. Rappelez-vous, on a vu une forte baisse de 9000 pour atteindre les 8000. Donc, vous voyez, là, maintenant, on commence à perforer de plus en plus en dessus des 8000. Et on avait rajouté comme catalyseur, vous voyez qu'une couche encore en plus dans cette baisse, c'était quoi? Rappelez-vous, c'était Google. Donc, le ban qui avait eu des Google. Pourquoi? Au niveau des publicités, donc advertisement, au sujet des cryptos et des ICO. Donc là, boum. Rappelez-vous, il y avait déjà quoi? Il y avait Facebook qui avait commencé. Twitter aussi a des gros problèmes par rapport à ça. Et maintenant, Google est venu aussi se jeter dans le bas aussi. Maintenant, ici, il y a un article qui a été fait par, comment dirais-je, un rédacteur. Donc, l'auteur de cet article ici est en train de parler là-dessus. Donc, il parle de ce gros problème qu'il y a eu au niveau du Google et de Facebook et du pourquoi ils sont en train de mettre un ban. Pour lui, ce n'est pas spécialement quelque chose qui aurait à voir avec les méfaits. Comment dirais-je, au niveau des cryptos, mais plutôt au niveau d'un transfert de pouvoir. Donc, c'est une histoire de pouvoir de monopole ici. Hein. Rappelez-vous que le blockchain, il y a certains projets blockchain qui viennent décentraliser le net, décentraliser comment dirais-je, euh, des applications. Comment dirais-je, un exemple, hein, ouais, des projets comme Throne.
viennent décentraliser réellement pratiquement les applications d'Internet. C'est-à-dire que des plateformes comme YouTube, des plateformes comme Facebook, comme Instagram, ainsi de suite, pourraient se voir être obsolètes demain, vu que tout le monde pourrait migrer vers une plateforme comme Throne et des créateurs de contenu pourraient être payés justement. Donc, vous voyez, tous ceux qui créent des applications, ainsi de suite, au lieu de passer par des Google Store, enfin le Play Store hein, et le Apple Store, ainsi de suite, eh ben, directement le faire à travers Throne. Donc ici, selon l'auteur de l'article, et là je dis bien, ça ce sont ses pensées, son opinion à lui, mais je le rejoins quand même, il dit que ces mouvements que sont en train de faire des compagnies comme Facebook et Google sont plutôt des mouvements pour protéger leur monopole. Pourquoi? Ben, s'il y a constamment des pubs de ce genre, eh ben, il y a une migration concrète qui va se faire. Rappelez-vous qu'ils utilisent nos données. Ils ont nos données et ils les monétisent en vendant des espaces publicitaires sur leur plateforme. Et nous, on a quoi? On n'a rien. Là, il faut le dire. Donc, rappelez-vous, vous utilisez Facebook, vous utilisez Google, ainsi de suite. Nous, on crée du contenu. Voilà, ce contenu ici, vous allez le voir là-dessus. Il n'y a rien qui revient de Google. Lorsque Google, il y a des problèmes au niveau des publicités parce qu'ils vous disent, oh, j'aime pas ce que tu as mis là, j'aime pas ci, j'aime pas ça, ta vidéo, ton contenu est bloqué, eh ben, il y a un problème. Vous voyez que moi, je ne participe pas à ce genre de ce programme parce que c'est vraiment un casse-tête. Mais si demain, j'ai une opportunité que je vois que Throne me permet de mieux le faire et moi, d'être rémunéré par rapport à ce que je suis en train de faire, donc, vous voyez que c'était un peu le cas de Steam, mais Steam n'est pas, enfin pour moi à mon humble avis, hein, pour le moment, c'est pas encore, comment dirais-je, trop ça. Il y a du bien, il y a du bon, mais bon voilà, chacun ses goûts, enfin les goûts et les couleurs. Je suis pas là pour en discuter, mais quelque chose qui me permet moi directement de streamer mon contenu et qu'il y ait tout le monde qui soit là et que par rapport à ce qu'il y a, bon, on dit bah tiens, le contenu de Serge il vaut autant, ben voilà, tant mieux. Et je préférais le faire sur une plateforme décentralisée que sur une plateforme centralisée. Donc le cas de Google et Facebook. Donc ici, la ads policy, comme il dit, il est allé revoir vraiment tout ce qu'il y a au niveau des politiques hein, par rapport aux publicités et ainsi de suite. Et il exprime son point donc avec des faits, donc des choses qui sont très 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 factuelles. Et pour lui, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que ces compagnies ne sont pas transparentes dans ce qu'ils sont en train de faire. Il fait aussi le parallèle avec Steamit et ainsi de suite. Mais réellement, comme il dit, c'est surtout un acte désespéré afin de, comment dirais-je, de maintenir leur monopole. Vu qu'en gros, ben, demain, eux aussi pourraient se voir affectés s'il y a une décentralisation aussi des plateformes. Et donc, eux directement, ben, Facebook décentralisé et un YouTube décentralisé. Comme il y a une compagnie que quelqu'un m'a partagé, je pense que c'était ici ou je ne sais plus qui exactement, me parlait d'une compagnie qui veut faire, qui veut décentraliser le web. Donc, c'est ça aussi. Ok? Alors maintenant, on laisse les Google et les Facebook. On va regarder une autre entité, une de mes compagnies favorites. Ici, c'est Nvidia. Et Nvidia est monté super, super fort. Et Nvidia maintenant, rappelez-vous, hein, que Nvidia, on a vu qu'il y avait un gros parallèle entre la montée des cryptos et la montée d'Nvidia. Mais vous avez vu qu'Nvidia se maintient en haut. Les cryptos, depuis leurs 20 000, enfin Bitcoin, depuis le 20 000 est tombé. Quand je prends Bitcoin, c'est pour prendre toute la température et la tendance et donc un indicateur de tout l'écosystème. Mais Nvidia est resté haut. Pourquoi? Parce qu'Nvidia n'a que moins, c'est moins de 10% exactement. Je pense que c'est 5% de son top line ou bottom line revenu qui est exposé réellement aux crypto. Donc, vu quoi, les GPU, donc les cartes graphiques pour l'activité minière. Mais d'un autre côté, ils font énormément de choses à Nvidia. Et donc, voilà, donc ils ne sont pas 100% exposés à l'activité minière. Mais maintenant, ils ont dit qu'ils vont principalement leurs cartes graphiques sont pensées pour les gamers et maintenant ils vont lancer une carte graphique spécialement pour l'activité minière. Ok, comme ça, bah, il n'y a pas de razzia qui a été faite comme Waylas Sberbank qui avait acheté toutes les cartes graphiques pensées pour les gamers. Ils avaient demandé eux aussi aux revendeurs de faire attention qu'ils soient sûrs que tous les gamers comment dirais-je, qu'ils aient vraiment ben, leur part hein, au niveau des cartes graphiques. D'abord servir les gamers et ensuite ceux qui veulent miner. Ok, mais maintenant, ben voilà, ils vont faire un produit spécifique que pour les mineurs. Donc voilà, on va suivre ça de toute façon. Enfin, de toute façon, moi, je suis ça, je suis la compagnie de très près. Donc voilà, donc je trade et j'ai investi sur Nvidia aussi. Donc comme ça, c'est en full disclosure. Maintenant, on va à Circle. Rappelez-vous, Circle, qui appartient, donc Goldman Sachs a un gros pourcentage dans Circle. Rappelez-vous, Circle, c'est une entité financière qui donne des services financiers et il donne aussi un service de trading crypto, mais uniquement pour le big money, donc minimum 250 000 à déposer chez eux. Circle a acquis l'exchange Poloniex et donc Poloniex, Circle, Goldman Sachs. Donc voilà, donc vous avez vu, c'est une histoire de famille maintenant. Et maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont lancer une application d'investissement qui va être disponible uniquement dans 46 États. Donc on va voir exactement, là c'est aux États-Unis, donc après on va voir comment cela va continuer à avancer, donc exactement vous permettre d'avoir vos idées pour votre portefeuille, ainsi de suite, créer vos listes de favoris, donc un peu comme un investing, ainsi de suite, mais maintenant uniquement crypto à travers leur plateforme.
On continue avec Wall Street. Et là, on a quoi? 4-5, on a quelques... Voilà, on va regarder les 5 derniers... ici, les 5 derniers articles que l'on a. Et maintenant, on retourne avec les hedge funds. Donc, on retourne à Wall Street. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe? Pas mal de... Rappelez-vous, hein, comme je vous disais, beaucoup de hedge funds ont été créés dernièrement. Et beaucoup de hedge funds créés pour directement quoi? Opérer uniquement, exclusivement sur tout ce qui est crypto, donc crypto, ICOs et ainsi de suite. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, on voit qu'il y a pas mal de problèmes aussi hein, à ce niveau-là, ben, vu ce qui se passe avec les cryptos, au niveau de la SEC, CFTC et ainsi de suite. Et donc, comment dirais-je, ce n'est pas toujours évident de pouvoir opérer là-dedans, mais les hedge funds et les investisseurs veulent être exposés à cela. Donc là, directement, ce rédacteur de Bloomberg fait un état des lieux et voilà, on parle bien profondément après avoir consulté pas mal de hedge fund managers et pas mal aussi de personnes au niveau des législations, régulations et ainsi de suite. Maintenant, on va à une autre entité, Allianz. Donc, rappelez-vous, Allianz, le big assureur, mais qui est aussi dans le asset management. Donc, aussi dans, donc c'est une entité financière hein, spécialisée dans les assurances. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Bon, enfin, de quoi ils sont en train de parler excusez-moi. Il y a quoi? Il y avait un de leurs analystes. Son nom, je l'ai oublié, je ne l'ai pas en tête hein, rapidement. Qui parlait de quoi? Il disait que les cryptos c'était une bulle, et ainsi de suite, que ça ne valait rien du tout, que Bitcoin ça valait été zéro, ça devait retomber à zéro. Et comme il dit que ce n'est pas comme un bon souverain, ce n'est pas comme comment dirais-je, une equity, donc c'est-à-dire un actif financier, donc une action ou quoi que ce soit, ce n'est vraiment rien du tout. Et ça devrait vraiment tomber. Et il n'y a pas réellement d'implication au niveau, on va dire, au quotidien. Hein. Donc voilà, c'est monsieur Offrischer. Et donc voilà. Là, c'est de quoi, voilà de quoi il parle. Mais comme on dit, ben, il devrait faire attention à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que c'est toujours un thème au niveau de la valeur intrinsèque. Mais vous voyez qu'il y a les opinions sont mitigées. Donc vous voyez que des personnes comme Jimmy Dimon et d'autres personnes comme Long Blackfine, le CEO de Goldman Sachs, ainsi de suite, qui au début étaient sceptiques et maintenant petit à petit commencent à être en faveur. Pourquoi est-ce qu'ils sont en faveur? Vous devez bien comprendre pourquoi ils sont en faveur. Leurs clients sont en faveur. Lorsque moi, je suis un client multimilliardaire, que je dépose de l'argent ici et qu'un actif est monté comme ça, et que je sais que tu as la capacité de mettre des shorts, et je te dis, bah, pourquoi tu ne l'as pas acheté lorsqu'il montait et lorsqu'il baissait, pourquoi tu n'as pas mis des shorts? Avec cette volatilité-là, tu m'aurais fait de l'argent, donc pourquoi est-ce que je te paye? Donc voilà, en gros, c'est ça. Donc là, je vous remets ça, on va dire en langage commun. Hein. Donc imaginez-vous, ben, c'est ça. Vu que moi, comme je dis, moi-même, à mon niveau, j'ai pas mal de clients que j'avais déjà au niveau des bourses, du broker, ainsi de suite, et qui sont venus, qui ont commencé à me parler des cryptos et qui m'ont dit, bah tiens, bah, fais-nous un plan et un système pour pouvoir investir dedans. Donc si déjà moi, à mon niveau, on me pose cette question-là, imaginez-vous eux. Donc la chose qu'il y a, c'est quoi? C'est que pour le moment, il faut comprendre, hein, c'est un langage de vipère, hein, un langage à double tranchant, il faut comprendre ce qui se cache derrière. D'un côté, en train de dire à leurs clients de ne pas rentrer dedans, pourquoi? Bah, le temps que eux, ils aient la chose, ils aient l'infrastructure et ils aient tous les produits et tous les outils sous contrôle. Maintenant qu'ils ont tout sous contrôle, qui eux, ils sont en train de dominer, qui voient qu'ils vont continuer à exister, à créer, rappelez-vous, vous avez vu comme PwC, Thomson Reuters, ainsi de suite, créer des services qui vont pouvoir, pour lesquels ils vont devoir facturer. Ils vont pouvoir facturer leurs clients avec. Là, maintenant, ils vont pouvoir dire à tout le monde, ben voilà, vous pouvez commencer à rentrer. Rappelez-vous qu'eux, ils gèrent le risque. Donc, si les clients ont envie de s'investir ou bien le client leur demande à eux de prendre du risque pour eux, ils doivent savoir comment se couvrir. Donc, c'est ça. Et on va dire, en gros, ils ont fait quoi? Ils ont gagné du temps. Parce qu'ils vont finir par opérer avec une classe d'actifs. Là, comme je dis, hein, c'est la nouvelle classe d'actifs qui vient de rentrer dans l'écosystème crypto. Et croyez-moi, ils vont finir par opérer dedans. Moi, je peux vous le dire de source sûre. Ici, comme je suis là, j'ai pas mal de choses aussi à faire ici. Enfin, pas mal de choses à faire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entités. Donc, je peux vous dire des banques privées, ainsi de suite auxquelles j'ai été convié via des contacts que j'ai pour aller là-bas et commencer à avoir des speeches avec des gestionnaires de portefeuille pour aller crypto analyse crypto, voir des métriques fondamentales et ainsi de suite, et voir un peu l'impact global macro et voir un peu comment est-ce qu'il pourrait se positionner. Donc si moi déjà je sais, je connais des entités, ici je peux vous dire de première main avec qui j'ai un contact direct où ils cherchent à avoir ce genre de service pour leurs clients. Donc là maintenant je peux vous le dire de source sûre, ceux de Wall Street s'intéressent à ça. Mais maintenant, ils doivent tout avoir en place afin de pouvoir opérer dedans de la manière telle qu'ils sont. Puisque eux aussi, toutes ces entités ont des trading desks. Donc, elles tradent aussi pour leur propre compte. Donc, ils doivent aussi savoir comment être dedans. Ok. Donc, voilà. Donc, en gros, là, on parle un peu de tout ça ici. Hein. Maintenant, on va regarder
une autre entité, eToro et Coindesk. Donc rappelez-vous, eToro, la boîte de Tel Aviv ici, et donc ce broker dérivé, et avec Coindash, ils viennent de quoi? Ben, d'avoir un partenariat. Et le partenariat qu'ils sont en train de faire, ben, c'est pourquoi principalement, c'est comme il dit ici, Coindash, c'est une plateforme qui est dédiée au portefeuille, qui fait du crypto portfolio management. Et eToro, c'est le trading social. Donc vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les deux? Ben, c'est unir réellement ben, leurs forces. Hein. Donc la force du trading social de eToro et le portfolio management et tracking tools ici, comme vous voyez là, de Coindash. Et donc maintenant, ben, mettre les deux ensemble et ça va donner quelque chose de pas mal. Donc vous voyez que eToro aussi est un advisor, donc ce sont des conseillers de Coindash qui sont en train pour leur ICO, pour leurs jetons et tout ce qu'ils vont faire, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, donc là c'est une alliance qui est très très intéressante et on va voir exactement ben, qu'est-ce qui va se passer. Là, pour finir un peu avec une note un peu plus relax, on va dans le monde de l'industrie du contenu pour adultes et on va à Playboy et Playboy est en train de faire quoi? Playboy a beaucoup d'utilisateurs et aussi ils sont en train de penser à avoir leur propre wallet et un jeton et pas mal de choses qui vont avec et donc voilà donc ouais, pouvoir intégrer la possibilité de payer pour leurs services donc et tous les clients qui sont souscrits au Playboy TV bah, pouvoir le payer avec des cryptos donc là ils sont en train de réellement de faire cela et d'amener comme ils disent bien plus de flexibilité dans comment dirais-je dans les modalités de paiement donc là c'est très intéressant. Maintenant, on va finir avec Bitrex. Et Bitrex, rappelez-vous, c'est un très bon exchange. Et maintenant, ils disent qu'ils vont faire quoi? Ils vont bouger 82 jetons. Donc, principalement des altcoins ou des petites cryptos. Pourquoi? Pour un manque de liquidité. Donc, il y a des cryptos qui ne sont pas assez liquides. Qu'est-ce que ça veut dire liquide? C'est de l'offre et de la demande. Donc, liquide, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'achète, il doit toujours avoir une contrepartie de l'autre côté pour vendre. Pourquoi? S'il n'y a pas une contrepartie, donc si moi j'ai envie de vendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à acheter de l'autre côté. Mais s'il n'y a pas assez de demandes, eh ben, ça fait qu'il y a quelque chose qui est illiquide. Et donc là, ça fait quoi? L'exchange est obligé de racheter. Donc là, il y a pas mal de problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes de slippage. Donc rappelez-vous, ça arrive. Hein. Imaginez-vous, je mets un ordre à 8000. Donc j'ai acheté à 6000 et je vais vendre à 8000. Mais personne n'est prêt à acheter à 8000. Donc là, je peux avoir un slippage. Donc le slippage, que ça veut dire? Donc je ne vais pas être exécuté à 8000. Donc je peux être exécuté à 9000. Ou bien imaginez-vous, je ne peux pas sortir de ma position parce qu'il n'y a personne qui veut acheter à 8000. Et il y a des gens qui sont prêts à acheter à 7500. Et donc voilà, boum, bah, voilà. Il y a pas, on est obligé de me donner le meilleur prix. Et donc là, c'est une vente à 7500. Et là, comme vous le voyez, on est en train de descendre. On est à 8000, on est déjà à 7900. Donc, ouais, la baisse, elle continue. Donc, ouais, là, c'est le problème. Donc, voilà, imaginez-vous, voilà, moi ici, j'ai envie, j'ai mis un ordre. Hein, et donc, vous voyez, à un moment donné, on était à 8000. Bah, il n'y a personne qui est là à 8000 et ça tombe à 7900. Et ben voilà, là, ça arrive à 7900. Donc, d'un autre côté, il y a un gros problème par rapport à ça. Et donc, là, ce problème, ça arrive dans quoi? Dans des cryptos qui seraient moins liquides. On va dire, il y a moins d'offres. Enfin, il n'y a pas assez de trades. Hein, donc, c'est pas intéressant pour eux d'offrir du trading là, par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'activité au niveau de l'offre et de la demande. Donc, ça veut dire que vous pouvez être bloqué dans une position. Et ça, c'est très dangereux. Donc, rappelez-vous, c'est une des raisons pour lesquelles je ne shorte pas à travers les exchanges. Je pourrais shorter avec le Kraken et Bitfinex, mais je ne fais pas là-dedans. Pourquoi? Ce côté-ci de slippage. Et déjà, moi, avec les brokers CFD, ça m'arrive. Lorsque je viens et je demande à être exécuté à un certain prix, bah, s'il n'y a rien à ce prix-là, ben, il y a toujours quelques petits centimes qui peuvent être là. Donc là, ça va encore, hein, vu que là, j'ai un risque management et comment dirais-je, je prends cela en compte. Mais pour la personne non initiée qui ne sait pas comment faire, ça peut être un problème. Ou bien imaginez-vous, si vous avez des positions qui sont énormes, imaginez-vous les big whales. Si y a une personne voilà, comme le pump and dump qu'il y a eu à travers Binance, là, avec, comment ça s'appelle, le Viacom, bah, c'est ça, c'est un problème de liquidité qu'il y avait. Donc, ouais, ils ont voulu capitaliser rapidement sur ce mouvement. Mais imaginez-vous là, avec le pump qu'ils aient fait et qu'ils ne peuvent pas faire de dump. Donc, le dump, c'est quoi? Une fois qu'on arrive à notre target de prix à la hausse, boum, on relâche tout. Et c'est quoi? Ben, vu qu'on a créé du buzz, il y a de la liquidité. C'est-à-dire que moi, quand je vends, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter. Pourquoi? Ben, vu qu'on rentre dans une phase spéculative. Moi, j'achetais à 1, je te le revends à 4. Mais toi, tu rentres à 4. Pourquoi? Parce que tu as dans l'espoir de pouvoir le revendre à 8. Et donc là, c'est ça qui se passe. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a plus d'offres que de demandes à 4. Donc tous ceux qui vont rentrer à 4, eh ben boum, ils vont succomber au poids de l'avalanche. Ce qui fait que quoi, bah, ça va retomber, bah, ça va revenir d'où ça vient. Et là, vous l'avez vu avec toutes les cryptos, la phase spéculative qu'on a eue. On est monté très 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 haut, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, à la hausse, il y a eu bien plus de vendeurs que d'acheteurs. Et là, on est redescendu. Vous voyez, on a perdu quoi? 50%, 60%, 70%, 80%, 90% et même 100% dans certains cas, dans certaines altcoins. Donc là, voilà pourquoi est-ce que Bitrex disent qu'ils vont bouger pas mal de ces cryptos. J'essaierai d'avoir la liste. Hein, donc, j'ai pas été voir la liste. Donc là, j'ai vu l'article. Ici, je cherchais s'ils avaient mis un lien directement par rapport à la liste, mais non. Mais je vais voir exactement bah, quelles sont ces
ces actifs-là parce que c'est intéressant de le savoir au cas où s'il y a l'un d'entre vous qui a investi dedans, faites attention. Enfin, je ne sais pas si vous opérez à travers Bittrex ou pas. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller regarder la liste et là, je la mettrai dans le lien de la vidéo ici. Donc rappelez-vous, si vous ne le voyez pas dans le lien aujourd'hui, regardez dans le lien de demain. Et voilà, maintenant on va terminer avec un personnage super important. Rappelez-vous, Peter Thiel, on va revenir sur lui lors du Global Culture Research. Et là, il parle du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il avait investi fortement dans le Bitcoin en septembre. Là, il est interviewé par Maria de Fox Business. Rappelez-vous, il explique. Bon, il y a une vidéo qui était bien plus longue, hein, d'un peu plus d'une heure ici, mais là, je vous ai mis la version courte. Et ici, il est juste en train de parler du Bitcoin, parce que dans toute la vidéo, il parlait de beaucoup de choses, hein, du marché en général, de Trump, ainsi de suite, de ce qu'il fait de ses compagnies, investissements et ainsi de suite. Mais là, ici, on revient sur la partie Bitcoin. Et pour lui, il explique pourquoi est-ce que le Bitcoin n'est pas une bulle. Et donc, il explique le pourquoi. Et il dit clairement le cas d'utilité du Bitcoin. Oui, par rapport à l'idée principale de Satoshi Nakamoto, il y a d'autres cryptos qui le font mieux, mais le Bitcoin maintenant est en train d'être mis en avant comme quoi? Comme stock de valeur. Donc, j'ai du Bitcoin, je vais vers toutes les altcoins que je veux, à travers Binance ou quoi que ce soit. Je prends mes bénéfices, mais comment est-ce que je ressors mes bénéfices? Je ne ressors pas en fiat et je fais quoi? Lorsque j'ai des gros bénéfices, je ressors et je stocke le tout en Bitcoin. Donc voilà comment est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de l'utiliser. Et là, c'est ce que vous allez comprendre dans ce que lui est en train d'expliquer. Donc voilà, en gros, ce qu'il fait. Et donc voilà, ici on arrive à la fin. Une longue émission. Donc un grand merci encore une fois à Semoumous et à tous ceux qui commentent, qui soutiennent le canal pour les messages, ainsi de suite, et vos contributions. Génial, un grand merci à tout le monde. Donc vous savez, il y a une seule adresse ici pour vous, c'est le www.jcitium.com pour tout ce qui est solutions d'éducation financière, consulting one-on-one et pas mal d'autres choses. Vous avez le programme ici. Rappelez-vous, on a le programme hebdo qui est là, donc vous voyez exactement tout ce que l'on va voir durant les semaines. Rappelez-vous, on a tout subdivisé en catégories, comme ça on va voir vraiment la compétition au quotidien lors de chacune de nos émissions. Et donc là, ici, ne vous inquiétez pas pour tous les liens. Donc tous les liens, rappelez-vous, je le dis encore, il y aura une partie aujourd'hui, vu que YouTube ne me permet pas de tout mettre en description. Donc ça, il y a beaucoup de choses. Donc une partie aujourd'hui et une autre partie demain. Et donc là, comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir regarder le tout à votre propre discrétion. Et les liens aussi pour pouvoir voir les contenus des programmes, les liens pour pouvoir acquérir les packs, hein, donc les vidéos modules, les consulting one-on-one, et ainsi de suite. Tous les liens, vous allez avoir tout ça ici dans la description de vidéo, ici un peu plus bas. Rappelez-vous le Global Culture Research, le prochain, donc pour le mois d'avril. Là, cette semaine-ci, je vais tout mettre en place et commencer déjà à enregistrer. Donc voilà, donc là ça va être disponible début avril. Où, donc tous les insiders et tous ceux qui ont souscrit au Global Culture Research, vous allez tous les recevoir donc sans aucun problème. Donc de toute façon, je vais vous tenir au courant. Ok, donc là je vais le programme et ce qui va rentrer dedans, vraiment ce qui est utile, donc ce qui va être bien dynamique et le contenu va être vraiment de top qualité. Donc voilà. Ok, donc là vous avez tous les services et ainsi de suite. Et donc vu qu'on a déjà fait une longue émission, on reviendra demain sur comment vous pouvez le faire. Donc là vous avez tout en description de vidéo ici bas. Ok, donc voilà. Donc là c'est tout pour ce samedi, pour ce crypto rapport de samedi 17 mars 2018. Un grand merci, vous passez un excellent samedi, vous passez un excellent week-end, excellent après-midi. Et moi je vous retrouve demain dimanche pour le Beat Dimanche. Et on repart dans une nouvelle semaine. Ok. Excellent samedi, excellent week-end, un grand merci, bye bye.